L'histoire commence lorsqu'une carte au trésor apparaît dans le monde, indiquant le mont Taillan. En ce lieu, les arts martiaux du plus grand maître céleste qu'il y a de Murom étaient censés être cachés. En plus des techniques, il y avait aussi une arme secrète qu'il avait laissée derrière lui. Puis un corbeau pousse un cri puissant comme pour annoncer l'éveil de quelque chose de grand. L'oiseau prend alors son envol et avec cela, le Murom, qui était resté silencieux pendant longtemps, était sur le point d'être agité. Cette carte au trésor serait le déclencheur d'une nouvelle ère de conflit et de quête de pouvoir. Soudain, une puissante énergie est libérée du sommet de la montagne, secouant tout ce qui l'entoure. La lumière s'estompe, révélant à nouveau le paysage calme, comme si de rien n'était. Cependant, une ombre sombre commence à se former sur le flanc de la montagne, indiquant une présence. Cette présence descend à grande vitesse et heurte le sol, soulevant un nuage de poussière. Au milieu de la fumée, nous pouvons voir l'entrée d'une grotte qui y était cachée et, sortant de l'obscurité, une mystérieuse silhouette apparaît de l'intérieur de la grotte. La première chose que nous voyons clairement est la lame étincelante de son épée. Puis, un homme aux cheveux noirs sort enfin de la grotte et dit qu'il est libre. Il a un air sérieux et déterminé, comme s'il était concentré sur un objectif. Levant les yeux au ciel, le jeune homme commente qu'il a toujours été bleu, se sentant nostalgique. Il essaie de se souvenir de sa vie avant d'entrer dans la grotte, mais ne se rappelle de rien. Malgré tout, le jeune homme décide qu'il doit se souvenir de tout ce qu'il peut car il a un objectif clair en tête, et cet objectif est de se venger. Son premier souvenir remonte à ses 10 ans, lorsqu'un vieil homme prétendait être le maître du QI céleste. Le maître dit aux 100 enfants que dans 10 ans, ils devront sauver le monde. Notre protagoniste était l'un de ces 100 enfants qui ont été rassemblés par le maître. Il se souvient des yeux froids du vieil homme et de l'ordre pour que tout le monde lui obéisse. Le maître annonce alors que l'entraînement aux arts martiaux commencera demain. À l'époque, le garçon n'avait pas peur et il pense que c'est parce qu'il était orphelin. Sur ce, le maître se tourne pour avertir quiconque penserait à s'échapper. Avec un sourire effrayant, il dit que l'entrée de la grotte a été bloquée par une falaise. À partir de ce moment, un entraînement très strict aux arts martiaux a commencé. La première technique qu'ils ont apprise était une méthode de respiration spéciale. C'était un arc-clé qui absorbait à la fois l'énergie céleste et terrestre en même temps. Ensuite, ils ont appris l'art de l'épée des 3 pouvoirs et une méthode de déplacement. Environ 3 ans plus tard, le maître les a appelés et a dit que ces arts les mèneraient au royaume d'un dieu martial. Pendant les 7 années suivantes, chacun d'eux devait maîtriser complètement les arts martiaux. Il montre une porte et ordonne à tout le monde d'entrer pour s'entraîner et empêcher une calamité. Puis le maître leur dit de s'entraîner librement à l'intérieur de cette porte et ainsi tous les enfants obéissent et entrent par la porte sans hésitation. À ce moment, une lumière vive brille sur le visage de notre héros alors qu'il comprend tout. Il comprit enfin pourquoi ils avaient dû endurer cet endroit horrible. Et tout cela faisait partie du plan de ce vieil homme au sourire maléfique. La brume qui remplissait la grotte était du QI condensé et l'énergie déformait l'espace. Soudain, de l'obscurité totale, émergent des créatures étranges et effrayantes. C'étaient des monstres avec des cornes et des yeux rouges qui ont terrifié les enfants. Outre les créatures, il y avait aussi plusieurs squelettes et bêtes démoniaques prêtes à attaquer. Ensuite, un serpent squelettique géant se jette sur les jeunes, déclenchant une attaque dévastatrice. Ce jour-là, c'était comme si les portes des enfers s'étaient ouvertes juste devant eux. L'un des garçons crie alors à tout le monde de prendre leurs épées et de se préparer à combattre. Notre protagoniste ne perd pas de temps et charge les créatures avec son épée. Chaque jour dans cet endroit était un cauchemar et il devait se battre pour survivre. L'entraînement forcé a rendu tout le monde plus fort et plus habile au combat. Mais même ainsi, la lutte pour la survie était brutale et beaucoup n'y sont pas parvenus. Cependant, les arts martiaux enseignés par le maître étaient très puissants et efficaces. Les techniques progressaient beaucoup plus vite que lorsqu'il s'entraînait dans la grotte brumeuse. Mais à la fin, seul notre protagoniste a réussi à sortir vivant de ce cauchemar. Avant de mourir, un ami demande à Yeongwoo de survivre à tout prix. Le jeune homme révèle alors que son nom complet est en fait Dan Yeongwoo. Après s'être échappé de cet endroit, il se rend dans une ville animée et pleine de gens. Plusieurs personnes se dirigent vers un grand bâtiment dans le centre-ville. À l'intérieur d'une taverne, plusieurs clients mangent et boivent paisiblement à leur table. À ce moment, Yeongwoo entre dans l'établissement et observe les alentours d'un regard sérieux. Puis une belle femme nommée Jio Seol-yeon, fille du chef du clan Jio, apparaît sur scène. Sur ce, le regard de la jeune femme se fixe dans une direction et elle semble avoir remarqué quelque chose d'inhabituel. L'un des hommes à côté d'elle attire l'attention sur le protagoniste qui s'est assis seul. Tout le monde remarque que le jeune homme porte une épée sans fourreau, ce qui est assez étrange. Le frère de la jeune fille, nommé Join, commente que l'épée semble être d'excellente qualité. Pendant ce temps, une assiette de nouilles est servie à notre héros qui avait commandé un repas. L'épéiste fixe la nourriture et se demande depuis combien de temps il n'a pas vu quelque chose de semblable. Il prend alors quelques nouilles avec ses baguettes, se préparant à enfin manger. La nourriture fond dans sa bouche, et l'expression du jeune homme montre à quel point il a apprécié la saveur. En voyant la scène, d'autres clients ont une envie soudaine et commandent aussi un bol de nouilles. La jeune Seol-yeon devient pensive et ne peut détacher ses yeux de l'homme mystérieux. Elle se demande pourquoi elle est si troublée par la présence de cet étranger. Le serveur lui demande alors s'il a apprécié le repas et le jeune homme confirme que c'était délicieux. Face à cela, le serveur est un peu déconcerté par la réaction intense du client.
Puis il tend la main et dit que l'addition est de 5 pains, en attente de paiement. Le protagoniste semble avoir oublié quelque chose de très important et il prononce le mot argent. Après des années d'isolement, il avait complètement oublié comment le monde fonctionnait. Il se souvient enfin que dans le monde normal, il faut payer pour ce que l'on consomme. Voyant le retard, le serveur s'énerve et dit que s'il a mangé, il doit payer la nourriture. L'épéiste répond alors calmement qu'il n'a pas d'argent sur lui pour le moment. Le serveur soupire et exige que le jeune homme lui remette son épée en guise de paiement. D'un regard ferme, le protagoniste refuse de donner son arme au serveur. Il explique alors que l'épée a été échangée contre la vie de son dernier ami. Le serveur devient furieux et accuse le jeune homme d'avoir prévu de manger gratuitement depuis le début. À cela, l'agitation attire l'attention des autres clients qui se lèvent pour l'intimider. Soudain, le frère de la jeune fille crie son nom, surpris par ce qu'elle a fait. La jeune femme tend alors une bourse d'argent et leur demande d'arrêter de déranger l'homme. Avec un doux sourire, elle propose de payer l'addition de l'étranger et de résoudre la situation. Le serveur est surpris par le geste de la noble dame et la reconnaît immédiatement. Puis la jeune fille s'approche et les deux échangent un regard silencieux au milieu de la taverne. Le jeune homme se demande pourquoi elle paie pour lui et ce qu'il devrait dire dans cette situation. En y regardant de plus près, elle remarque que ses yeux sont comme ceux d'un enfant qui voit le monde pour la première fois. L'épéiste reste silencieux, ne sachant pas comment réagir au geste aimable de la jeune femme. Sans un mot, le protagoniste se retourne simplement et commence à marcher vers la sortie. La jeune femme est confuse car elle était sûre qu'il était sur le point de dire quelque chose. L'homme quitte alors l'établissement, laissant le serveur et les autres clients complètement déconcertés. Tout le monde est surpris que le jeune homme soit simplement parti sans même se retourner. Le serveur est indigné car il n'a même pas dit merci pour l'aide qu'il a reçue. Son frère le traite d'ingrat et commente qu'il n'avait vraiment pas d'argent. Join demande alors si c'est tout et note que le jeune homme ne semble avoir aucune énergie interne. Mais la jeune femme devient pensive et se dit que son épée était vraiment incroyable. À cet instant, la jeune femme a une révélation soudaine à propos de l'épée de l'homme mystérieux. Elle commente que l'arme était clairement une lame de renom, mais la porter sans fourreau pourrait lui causer des ennuis. Alors la jeune femme décide qu'elle va le suivre car il a vraiment besoin d'un fourreau pour son épée. Une fois dehors, le protagoniste réfléchit au geste de la jeune fille qui a payé son repas. Avec un léger sourire, il regrette de ne pas l'avoir remercié pour ce geste aimable. Pendant ce temps, la scène nous transporte dans un lieu appelé le pavillon des nuages ivres. À l'intérieur, plusieurs guerriers de l'Alliance Mirim sont réunis et discutent entre eux. Quelqu'un commente que l'influence de l'Alliance est vraiment remarquable dans la région. Sia Liao, qui est également sur les lieux, observe que la ville de Changsha est remplie de leurs guerriers. Son frère est d'accord, disant qu'il n'aurait jamais imaginé que le chef de l'Alliance lui-même se déplacerait. Un homme plus âgé nommé Simash il explique que cela est dû au culte démoniaque et à la forêt verte. Car pour qu'une si grande force se déplace ainsi, ce ne peut être que grâce à une réputation légendaire, et cette réputation appartenait à Xianjija, le plus grand excentrique de l'histoire de Murom. On dit qu'il avait un talent extraordinaire et une profonde connaissance des arts célestes. Ce personnage était un maître imposant et mystérieux dont le pouvoir était difficile à comprendre. Xianjija a créé une technique appelée la lame de l'ombre foudroyante qui a secoué le monde. Sa technique utilisait une méthode unique impliquant des formations mécaniques complexes. Il a ensuite transmis ses arts à un vagabond et en 3 ans, il en a fait un maître absolu. Cependant, le guerrier est devenu un ennemi public et a connu une fin tragique, ce qui a provoqué la disparition de Xianjija. Maintenant, le clan Zhou a trouvé la carte de ses techniques et c'est pourquoi tout Murom est à sa poursuite. Son frère dit alors que puisqu'ils sont ici à la demande du Seigneur, rien ne devrait arriver, mais qu'ils doivent être prudents. Pendant ce temps, la jeune femme pense que dans ce monde, les choses les plus inattendues peuvent arriver. À ce moment-là, son frère lui demande si elle va suivre le vagabond et dit qu'il est contre cette idée. Il soutient que cet homme n'a rien à voir avec elle et que c'est une personne grossière sans aucune manière. La jeune femme essaie de protester et de défendre sa décision d'aider le mystérieux épéiste. Simash il est d'accord avec le jeune homme, disant qu'il est dangereux de sortir seul maintenant, car le chef de l'Alliance arrive et il faudra faire profil bas. La jeune fille reste silencieuse, semblant déçue par l'interdiction. Elle accepte alors de suivre leurs désirs pendant que le protagoniste marche dans les rues. En passant devant un étal, il observe 2 personnes négocier le prix d'un produit. Dans un autre coin, un homme joue de la flûte pour une famille qui l'applaudit joyeusement. L'épéiste observe la scène paisible et se sent touché par la tranquillité du moment. Ensuite, il voit une mère acheter un cadeau pour son fils à un étal de jouets. Le garçon remercie sa mère avec un grand sourire et un regard de pur bonheur. Cette scène pousse le protagoniste à lever les yeux au ciel et à se perdre dans ses souvenirs passés. Il se souvient de son ami Axé leur disant de s'enfuir et de faire tout ce qu'ils n'ont jamais pu faire. L'ami demande alors à Yungu de lui promettre une dernière chose avant leur départ. Axé lui demande de rendre visite à sa famille et de raconter à son père tout ce qui s'est passé. Le protagoniste répond que son ami devrait lui-même sortir de là et tout raconter à son père. Avec un sourire, le jeune homme accepte et dit qu'il le dira lui-même à son père quand il sortira. Puis, avec un regard sérieux, l'ami demande à Yungu de survivre à tout prix. Le protagoniste est alors d'accord avec son ami et ils se préparent tous les deux à survivre un jour de plus. Mais dans un moment d'inattention, quelque chose de terrible arrive à Axé pendant la bataille. Voyant un monstre derrière lui,
l'ami crie désespérément à Yeongwoo de faire attention. Une larme à l'œil, l'épéiste se retourne et remarque le danger trop tard pour réagir. Puis le bruit de quelque chose qui se fait transpercer résonne dans la grotte et tout devient rouge un instant. L'ami s'est jeté devant l'attaque et a fini par recevoir le coup fatal à sa place. Désespéré, le protagoniste lui demande pourquoi il l'a sauvé et s'est sacrifié de cette manière. Il demande à son compagnon de se relever, lui rappelant qu'il avait promis de rendre visite à son père ensemble. Dans ces derniers mots, le jeune homme dit qu'il était le plus fort et lui demande de survivre et de le dire à son père. L'ami s'excuse alors et son corps commence à se dissoudre dans une lumière vive. Et c'est ainsi que la liberté de notre héros fut achetée avec la vie de 99 amis. En regardant la lune, il reconnaît qu'il a une grande dette envers tous ceux qui sont partis. Il fait alors la promesse qu'il recouvrera cette dette directement auprès de Xianjija. De retour au présent, les pas du protagoniste s'arrêtent soudainement devant un lieu familier. Il avait marché sans réfléchir et s'est retrouvé à la même taverne où il était plus tôt. Le jeune homme regarde alors à l'intérieur de l'établissement avec une pointe de surprise sur son visage. Il voit la jeune fille et se demande si elle est toujours là, se souvenant qu'il ne l'a pas remerciée. En arrière-plan, une conversation sur le mont Hayan attire immédiatement l'attention de l'épéiste. Il remarque un grand groupe de guerriers se préparant à partir en mission. L'un des chefs prévient que s'ils ne se reposent pas, ils arriveront en un jour et ordonne à tout le monde de maintenir le rythme. Tous les guerriers répondent d'une seule voix et partent à toute vitesse à travers les rues de la ville. Le protagoniste observe tout ce mouvement avec un regard sérieux et pensif sous le clair de lune. Puis il remarque que la jeune fille qu'il a aidée à la taverne part aussi avec le groupe. Depuis un toit, le jeune homme en déduit que la jeune femme fait aussi partie de cette mystérieuse mission. Sur ce, il saute du toit et se demande où ils vont s'y presser. Sous le ciel étoilé, la nuit suit son cours tandis que les guerriers avancent vers leur destination. Le groupe de l'Alliance Murom fait alors une pause pour se reposer à l'entrée du mont Hayan. Caché, l'épéiste se demande s'il se dirige vers le même endroit qu'il vient de quitter. Il en déduit que leur destination est la grotte et essaie de comprendre ce qu'il y cherche. Deux hommes discutent et l'un d'eux s'inquiète des mouvements du culte démoniaque. Mais le stratège de l'Alliance, nommé Jigar Jung-chon, dit au chef de ne pas trop s'inquiéter. Le chef Dok Owon répond que peut-être son intuition lui fait défaut à cause de son âge. Pendant ce temps, la jeune Salian a l'air fatiguée et un jeune homme s'approche d'elle avec un sourire. Le vice-capitaine Pan Liu lui suggère de se reposer et propose de parler au chef. Elle refuse son aide et lui demande de la laisser seule pendant que son frère observe la scène. Soudain, un groupe d'hommes musclés à l'apparence intimidante émerge de l'obscurité. Avec un sourire maléfique, leur chef dit qu'il a enfin trouvé l'Alliance Murom. Cet homme est Seo Haigui, le chef de la forteresse du petit pic de la forêt verte. Le chef de l'Alliance ne perd pas de temps et ordonne à tout le monde de se préparer au combat. Le stratège prévient alors que des membres du culte démoniaque semblent s'être joints à l'ennemi. Le chef de l'Alliance reconnaît que l'ennemi est un maître redoutable et très dangereux. Sur ce, le méchant crie s'ils veulent goûter au combat et fonce en avant. Le chef de la forteresse avance avec un coup de pied puissant et terrasse un des guerriers de l'Alliance. Il se déplace avec agilité et affronte plusieurs adversaires à la fois sans difficulté. D'un autre coup précis, l'ennemi envoie un autre guerrier valser d'un coup de pied puissant. La bataille devient intense et les membres de l'Alliance commencent rapidement à subir de lourdes pertes. La puissance de l'ennemi est dévastatrice et de nombreux guerriers tombent les uns après les autres au combat. À ce moment-là, quelqu'un se prépare à entrer dans la mêlée et à mettre fin à ce désordre. Le méchant dit alors qu'il s'est déjà occupé du menu fretin et qu'il veut maintenant le plat principal. Le chef de l'Alliance passe alors à l'action et commence à se battre courageusement contre les ennemis. Un autre ennemi avec un sourire maléfique crie le nom du chef et le défie en duel. Les deux chefs s'affrontent alors dans une bataille épique au milieu de la forêt sombre. Leurs épées s'entrechoquent avec force, créant des étincelles et montrant la puissance des deux. Pendant ce temps, les autres membres de la forêt verte maîtrisent les guerriers de l'Alliance. Le chef réalise leur désavantage et se plaint qu'ils sont en infériorité numérique dans la bataille. Le méchant se moque de la situation, disant que l'arme secrète de Shonjonjija leur appartient. Caché, notre protagoniste entend le nom de Shonjonjija et son expression change complètement. Déterminé à intervenir, il passe à l'action, l'épée à la main, prêt à se battre. Il utilise alors son épée pour briser un gros rocher qui se trouvait au sol près de lui. D'un mouvement rapide, l'épéiste lance le morceau de rocher vers les méchants. L'épéiste s'avance au milieu de la bataille avec son attaque puissante et surprenante. Le rocher frappe le méchant en plein fouet, le prenant par surprise au milieu du combat. D'un bond, le protagoniste atterrit au milieu des ennemis et les envoie voler. Il fait alors tournoyer son épée et crée un tourbillon d'énergie qui frappe tout le monde autour. Les guerriers de l'Alliance sont stupéfaits par l'apparence et la puissance de l'inconnu. Le chef et la jeune Salian regardent le jeune homme sans comprendre ce qui se passe. Les autres membres de l'Alliance sont également surpris par la force de l'homme. Mais ils révèlent que Xianjija est décédé il y a 10 ans. En apprenant la nouvelle, l'épéiste est choqué et n'en croit pas ses oreilles. Il se demande si le maître céleste du Kui n'est vraiment plus de ce monde. Le jeune homme se souvient alors qu'il n'a toujours pas recouvré la dette pour les vies de ses amis. Le mot « parti » résonne dans son esprit et il est paralysé par la révélation. Une aura verte et sombre commence soudainement à émaner du corps du protagoniste. Les guerriers de l'Alliance ressentent l'énergie et sont confus quant à ce qui se passe. L'aura du Vidkai s'échappe du corps de Dan Hongwu sans qu'il s'en rende compte.
L'aura qui émane du corps du jeune homme plonge les guerriers de l'Alliance dans une sensation de perte. Il pense qu'il a enduré cet endroit horrible seulement pour découvrir que sa cible de vengeance a disparu. Il se souvient de la promesse qu'il a faite à ses amis de raconter à leur famille ce qui s'est passé. Les esprits de ses amis crient vengeance, disant que leur départ était injuste. Le chef de l'Alliance reconnaît alors l'énergie du jeune homme comme le redouté QI du vide. Il s'inquiète car si cela continue, tout le monde pourrait subir une déviation de QI. Soudain, le protagoniste se calme et demande si tout le monde va bien, les surprenant tous. Puis il se concentre sur la jeune fille et se souvient qu'il l'a suivie à cause de la gentillesse dont elle a fait preuve. Dans un flashback, un ami lui tend son épée et lui demande de survivre à tout prix. Le maître céleste étant hors de portée, il réalise qu'il doit se concentrer sur autre chose. Par conséquent, le jeune homme décide de retrouver les familles de ses amis pour tenir sa promesse. Sur ce, les guerriers de l'Alliance sentent leur fatigue disparaître et se demandent ce qui s'est passé. Le chef est choqué que le QI du vide se soit arrêté et s'interroge sur l'identité du jeune homme. L'épéiste se retourne alors et se dirige vers la jeune femme qu'il a aidée à la taverne. Il se tient devant la jeune femme comme s'il voulait lui dire quelque chose d'important. La jeune fille lui demande alors si par hasard il cherche quelqu'un dans cette région. Elle se tourne vers un homme plus âgé et dit que ce monsieur les a aidés dans la bataille. Avec un doux regard, elle demande au jeune homme de voyager avec eux jusqu'à ce qu'il trouve qui il cherche. L'homme plus âgé devient pensif et semble considérer attentivement la demande de la jeune femme. Il pense qu'il est difficile de refuser leur sauveur mais craint la réaction du chef de l'Alliance. Le chef de l'Alliance devient également pensif et analyse la situation avec un regard sérieux. Il conclut que le jeune homme est dangereux car il a éliminé 2 sectes d'un seul coup. Ayant perdu beaucoup d'hommes, le chef décide qu'il vaut mieux le garder près de lui. Avec un sourire confiant, le chef de l'Alliance approuve l'idée d'emmener le jeune homme avec eux. Le groupe se rassemble alors autour du protagoniste pour parler avec lui de l'avenir. L'homme plus âgé l'invite alors à travailler dans son agence d'escorte. Les autres guerriers commentent que travailler à l'agence d'escorte Inan est une excellente offre. L'épéiste prend un air pensif et semble analyser attentivement la proposition. Le frère de la jeune fille insiste sur le fait que n'importe qui ne peut pas y travailler et qu'il ne devrait pas refuser. Le protagoniste répond alors qu'il aimerait accepter, mais il ne sait pas ce qu'est une agence. Tout le monde est choqué par sa réponse et la jeune femme propose de tout lui expliquer. Elle dit que c'est un endroit qui transporte des marchandises et protège des clients, mais le chef regrette sa décision. 2 guerriers observent la scène et traitent le héros de Pecno avec moquerie. L'un d'eux fait une remarque à l'autre sur l'épée que porte le jeune homme et son aura étrange. L'épée du protagoniste dégage une aura bleue puissante et mystérieuse qui attire l'attention. Ils pensent tous les deux qu'une si bonne épée est un gâchis entre les mains de ce type sans talent. Avec un sourire malveillant, il prévoit de passer à l'action en entrant dans le mont Eng pour voler l'arme. Puis le soleil se lève et un nouveau jour commence pour le groupe dans son voyage vers la montagne. Le groupe arrive enfin à destination, l'imposant et mystérieux mont Eng. Le chef de l'Alliance commente que l'endroit a une atmosphère très étrange et sinistre. Le protagoniste observe la montagne en silence avec les autres guerriers de l'Alliance. Il se demande si c'est l'endroit qu'il cherche depuis tout ce temps. Le chef est impatient de voir le manuel secret, mais un subordonné dit qu'ils n'ont pas trouvé la grotte. Les guerriers de l'Alliance escaladent la montagne mais ne trouvent pas l'entrée de la grotte. L'un des chefs suggère de creuser dans la montagne, mais l'autre craint que cela n'endommage le manuel. Le protagoniste se dit alors que la sortie qu'il a utilisée s'est effondrée et n'existe plus. Il se concentre alors et parvient à sentir une faible énergie provenant d'un point précis. L'épéiste pointe une direction et affirme avec certitude que l'entrée est juste là. Il court alors vers l'endroit, surprenant tous les guerriers de l'Alliance. Le jeune homme saute et gravit le flanc de la montagne avec une agilité impressionnante. Il s'arrête alors devant un endroit caché parmi les rochers de la montagne. Avec un regard sérieux, le protagoniste dit à tout le monde que c'est l'entrée de la grotte. Le chef de l'Alliance est choqué et lui demande comment il connaît le chemin de la grotte. L'épéiste révèle alors qu'il connaît le chemin parce que c'est là qu'il vivait. La jeune Sillon est surprise par la révélation et le regarde avec un air d'étonnement. Les 2 guerriers moqueurs en concluent qu'il a vécu comme un homme sauvage dans les montagnes. Le chef de l'Alliance donne alors les ordres pour la recherche et divise les équipes d'exploration. Tous les guerriers répondent en même temps et se préparent à entrer dans la grotte. Le chef et le stratège remercient le protagoniste pour son aide et pour avoir montré le chemin. Le jeune homme les avertit alors qu'ils ne trouveront rien de valeur à l'intérieur de cette grotte. Il dit que la seule chose qui existe là-dedans est quelque chose de très sombre et dangereux. Avec un regard mélancolique, il les révèle que la grotte est remplie de souvenirs de départ. L'entrée de la grotte dégage une aura sombre et sinistre, comme si c'était un portail vers le vide. Le chef de l'Alliance touche l'épaule du jeune homme et lui demande de ne plus s'impliquer dans cette affaire. Il crie alors à tout le monde d'y aller et ils entrent dans la grotte pendant que le héros observe tout. Seul à l'extérieur, l'épéiste se tient en silence, observant le paysage avec un regard lointain. Soudain, la jeune Sillon s'approche de lui en marchant prudemment sur un rocher. Avec curiosité, elle demande si le mystérieux jeune homme a vraiment vécu à cet endroit. Le protagoniste hoche simplement la tête en signe de confirmation sans dire un mot. À ce moment, un guerrier éloigne la jeune fille de lui avec une certaine agressivité. Avec un regard irrité, notre héros observe le comportement grossier de l'homme. Le guerrier dit alors qu'il n'y a aucune garantie que le jeune homme ne soit pas un espion de la forêt verte. La jeune femme le défend, mais l'homme suggère que le combat précédent aurait pu n'être qu'une comédie.
Avec un sourire malveillant, il dit que si le jeune homme est innocent, il devrait leur remettre son épée. Le regard du guerrier se concentre sur l'arme et il réalise qu'elle est plus qu'elle naine à l'air. L'épée a l'air vieille, mais l'aura qu'elle dégage est quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. Le protagoniste serre son arme et demande s'il lui ordonne de la remettre. Le guerrier sourit avec arrogance et dit au jeune homme de remettre l'épée s'il a compris le message. Sialian a l'air inquiète tandis que le héros explique que l'épée lui a été confiée par un ami. Avec un regard ferme, il déclare qu'il ne donnera son arme à personne. Les deux guerriers montent alors le flanc de la montagne et encerclent le protagoniste pour l'intimider. Mais avec un regard calme, l'épéiste ne semble pas le moins du monde inquiet par leurs menaces. L'homme a alors un sourire narquois et se prépare à attaquer le jeune homme pour lui voler son arme. Inquiète de la situation, la jeune Célian est retenue par son frère qui l'empêche d'intervenir. Les deux guerriers s'approchent alors lentement du protagoniste avec des regards de pure malice. Le héros ferme les yeux un instant et analyse calmement et précisément la situation avec un regard concentré. Il ouvre les yeux et se prépare à l'attaque imminente des deux hommes. Puis l'un des guerriers avance par devant tandis que l'autre passe par derrière pour le coincer. Les deux prévoient d'attaquer en même temps et de surprendre le jeune homme avec une double attaque. L'épéiste décide alors que sa meilleure défense est d'esquiver le premier coup et de contre-attaquer. D'un mouvement rapide, il se baisse et se prépare à les frapper tous les deux en même temps. Le regard du protagoniste se remplit de détermination alors qu'il exécute son plan à la perfection. Les deux guerriers sont surpris par la vitesse du jeune homme et ne peuvent pas réagir à temps. Ils tentent à nouveau la même attaque, mais l'épéiste a déjà une longueur d'avance sur eux. Le plan des deux hommes échoue lamentablement, les laissant exposés à la contre-attaque du héros. Le guerrier lui crie alors de lui donner l'épée s'il ne veut pas être sérieusement blessé par eux deux. D'un geste rapide, le protagoniste pose sa main sur la garde de son épée et se prépare à combattre. Ses yeux brillent d'une énergie violette et une puissante aura commence à émaner de son corps. Soudain, une voix puissante leur crie de s'arrêter et leur demande ce qu'ils croient faire. Surpris, le guerrier reconnaît la voix et balbutie le titre de chef de l'Alliance. Le chef de l'Alliance sort alors de la grotte avec ses hommes, arborant une expression sinistre. Le stratège s'approche et demande s'ils ont réussi à trouver quelque chose à l'intérieur. Les autres guerriers sont confus et s'interrogent sur l'arme secrète appelée l'âme de Qianjiei. D'un ton irrité, le chef crie que leur travail ici est terminé et que tout le monde doit se retirer. Les guerriers obéissent immédiatement et commencent à descendre la montagne pour quitter la zone. Les deux hommes qui ont attaqué le héros le fusillent du regard et lui disent qu'il a eu beaucoup de chance cette fois. La jeune Siléon s'approche alors du jeune homme et lui demande avec inquiétude s'il va bien. D'un air distant, il répond qu'il n'est pas sûr de ce qu'elle entend par aller bien. La jeune femme est soulagée et dit qu'elle s'inquiétait de ce qui aurait pu lui arriver. Elle réalise alors qu'ils ne connaissent pas leur nom et se présente comme Jio Seol avec un léger sourire. L'épéiste répond que son nom est Dan Yeongguo. La jeune fille le regarde avec un regard doux et dit que son nom est très beau et a une belle sonorité. Il se tourne alors et dit qu'ils doivent aussi se préparer à retourner en ville. C'est ainsi que le voyage de l'Alliance Miram pour trouver l'arme secrète s'est soldé par un échec. La scène se déplace ensuite vers une grande ville de la région du Hubei appelée Ouyuan. Dans les rues, un homme commente que l'Alliance Murim a trouvé l'arme et va maintenant conquérir le monde. D'autres personnes se demandent ce que pourrait être cette arme, mais personne ne le sait car l'Alliance la garde secrète. Suite à cela, de nombreuses rumeurs sur l'Alliance Murim commencèrent à se répandre dans toute la région. À l'intérieur du quartier général de l'Alliance, quelqu'un frappe la table de sa main avec une grande force, montrant sa frustration. Le chef se plaint alors que même s'ils disent la vérité, personne ne croit qu'il n'y avait pas d'armes. Un des anciens de l'Alliance dit alors que les rumeurs se sont répandues dans toute la région du Hubei. Le chef répond avec un air sérieux que les seules choses à l'intérieur de la grotte étaient bien différentes. Il montre alors une boîte en bois et une lettre qui semblait avoir été laissée par Qianjija. Dans un flashback, nous voyons le chef et son stratège trouver la boîte à l'intérieur de la grotte sombre. Sur le sol de la grotte, la boîte en bois était posée sur un parchemin avec une écriture étrange. De retour à la réunion, l'un des anciens lit la lettre et se demande ce que le texte pourrait signifier. Avec une expression confuse, il lit alors le terme enfant démon bleu et est intrigué. La lettre expliquait que cette personne essayait de plonger le monde des arts martiaux tout entier dans un chaos total. Pour cette raison, le maître céleste Shao a créé 100 puissants guerriers pour empêcher cette grande calamité. Et pour contrôler ces 100 maîtres, il serait nécessaire d'utiliser le tambour yin-yang qui se trouvait dans la boîte. Avec un sourire confiant, le maître dit que l'enfant démon de sang n'obtiendra jamais ce qu'il désire. Le chef ouvre alors la boîte, révélant un objet mystérieux appelé le yin. De la fumée du tambour yang s'échappe de la boîte, révélant une sphère brillante qui émane une aura puissante. Le chef commente qu'il n'a jamais rien vu de tel et ne sait pas s'il peut croire l'histoire de la lettre. Un des hommes demande alors s'il est en train de dire que toute la lettre n'est qu'un ramassis de bêtises. Mais le chef répond qu'il semble en fait y avoir un esprit brillant derrière tout ça. Le stratège est d'accord et dit que le chef de l'Alliance a plusieurs raisons d'être méfiant. Premièrement, sur la montagne, il a senti que le but de l'ennemi n'était pas l'arme, mais de nuire à l'Alliance. De plus, quand ils sont arrivés, ils n'ont trouvé aucune trace de l'ennemi et de nombreux corps avaient disparu. Et pour ne rien arranger, les rumeurs au marché grossissent comme une boule de neige incontrôlable. Le chef conclut que quelqu'un attire délibérément l'attention de tout le monde des arts martiaux sur l'Alliance. À ces mots, l'un des anciens devient nerveux et demande qui serait capable de faire une telle chose.
Le stratège suggère alors que le premier suspect devrait être le chef de la famille Joe qui a apporté la carte. Un homme soutient que Jiho Ilien ne ferait pas ça, mais le stratège semble avoir une autre idée. Le chef dit alors qu'il pourrait y avoir un espion dans la famille Jiho et qu'ils doivent envoyer quelqu'un pour les surveiller. Il ajoute que même s'ils ne sont pas les coupables, ils pourraient aider les forces traîtresses. La scène se concentre ensuite sur le mystérieux tambour yin-yang qui se trouvait à l'intérieur de la boîte en bois. Ensuite, l'histoire nous emmène au domaine de la famille Joe où quelqu'un annonce le retour du directeur. L'homme plus âgé s'approche alors et demande s'ils ont réussi à revenir sains et saufs de la mission. Notre héros regarde l'énorme maison et réalise que cet endroit est la demeure de la fille qu'il a aidée. L'ancien se tourne et dit qu'il doit maintenant voir le chef de famille pour lui faire son rapport. Il décide alors qu'il devrait d'abord emmener le jeune épéiste à l'agence d'escorte. Pendant ce temps, le protagoniste observe tout ce qui l'entoure jusqu'à ce qu'il voit quelqu'un. La jeune Siléan s'approche de lui et s'excuse de ne pas avoir pu lui trouver un fourreau en chemin. Le jeune homme pense alors que les gens du monde extérieur ont une étrange obsession pour les fourreaux. Il explique que peu importe la qualité du fourreau, il ne pourrait pas supporter l'énergie de son épée. L'arme émane alors une puissante aura tranchante, prouvant qu'il disait la vérité. L'épéiste conclut que, comme prévu, il n'a vraiment pas besoin d'un fourreau pour sa lame. La jeune fille est embarrassée et s'excuse de lui avoir proposé de lui faire un fourreau sans raison. Le protagoniste regarde simplement sur le côté, dit qu'il est désolé pour tout ce qui s'est passé. Dans un flashback, son ami dit qu'il est désolé avant de finalement quitter ce monde. L'épéiste se demande pourquoi son ami s'est excusé alors que c'était lui qui était en train de mourir. Il se demande alors pourquoi exactement son ami s'excusait à ce dernier moment. Puis, avec un regard sérieux, il demande à la jeune femme de ne plus jamais s'excuser auprès de lui de cette manière. La jeune femme est surprise par la demande soudaine et l'intensité des paroles de l'homme mystérieux. Soudain, l'homme plus âgé l'appelle et lui demande de venir avec lui à l'agence immédiatement. Le protagoniste se tourne alors et se prépare à suivre le directeur qu'il a appelé pour le nouveau travail. La jeune fille se demande si elle a pu faire quelque chose de mal. Ils arrivent à un endroit appelé l'agence des escortes à Nam sous le ciel nocturne de la ville. Le directeur explique alors qu'un porteur est le nom qu'il donne aux travailleurs de l'agence. À l'intérieur, nous voyons plusieurs hommes transporter de lourdes boîtes sans s'arrêter. L'ancien appelle alors un homme nommé Jong-Chil et dit qu'il a amené le nouveau porteur pour lui. Un homme musclé et en sueur se retourne et demande d'un ton moqueur s'il est une nouvelle recrue. Avec un sourire confiant, Jong-Chil dit au directeur de lui laisser la nouvelle recrue pour l'entraîner. Le directeur semble un peu inquiet et commente que le nouvel ami est un peu impoli et soupe au lait. L'homme plus âgé se tourne alors vers le protagoniste et lui dit de bien apprendre les choses par ici. D'un signe de tête, le directeur lui dit au revoir et demande au jeune homme de faire de son mieux dans son nouveau travail. Jong-Chil dit qu'il n'y a pas d'exception, pas même pour une recrue amenée par le directeur lui-même. Avec un sourire malicieux, il dit que si une recrue est là, il faut lui apprendre quelques leçons. L'épéiste répond alors calmement que son nom est Dan Yangguo, imperturbable face à la menace. L'homme musclé s'irrite et demande pourquoi les paroles du jeune homme sont si courtes et directes. L'épéiste répond alors que ses bras et ses jambes sont courts et qu'il a une carrure ridicule. Tous les autres travailleurs sont choqués par l'audace de la recrue et ne savent pas comment réagir. Sur ce, la brute crie et lui demande s'il cherche à se faire éliminer dès son premier jour. Le protagoniste sent la forte hostilité venant de l'homme et son expression change complètement. Une aura sombre émane de son corps et il se demande s'il ne devrait pas simplement en finir avec ce type. Soudain, l'homme musclé remarque que la recrue porte une épée et est surpris. Il le pointe du doigt et exige que le jeune homme lui remette l'arme, car un porteur ne devrait pas en avoir. D'un regard froid et calme, l'épéiste dit simplement qu'il ne peut pas lui donner l'épée. Une intention meurtrière émane du protagoniste et l'homme sent instantanément un frisson lui parcourir l'échine. Effrayé, la brute recule et dit qu'il se fait tard et qu'il devrait s'arrêter pour le moment. Le jeune homme pense alors qu'un nombre inhabituel de personnes lui ont demandé son épée récemment. Les autres travailleurs se moquent de l'homme qui a eu peur de la nouvelle recrue et disent que c'est bien fait pour lui. Gêné, il crie sur tout le monde et leur dit d'arrêter de le regarder et de se préparer à aller se coucher. Le protagoniste dit alors au revoir et souhaite à tous les travailleurs une bonne nuit de sommeil. L'homme musclé l'appelle et lui dit de le suivre, car les quartiers communs sont par là. En marchant, il pense que sans cette épée, la nouvelle recrue ne serait absolument rien. Avec un regard haineux, il jure de se venger de l'humiliation qu'il vient de subir devant tout le monde. Plus tard dans la nuit, tous les travailleurs dorment paisiblement dans leur quartier, mais l'homme musclé se redresse dans son lit et semble comploter quelque chose contre notre héros. L'homme musclé sort alors de son lit et commence à traverser silencieusement la pièce. Il cherche la nouvelle recrue et se dit qu'il doit dormir quelque part par là. Soudain, la brute reçoit une violente gifle au visage qui le projette sur le côté. La main sur le visage, il se demande s'il y avait un pilier juste là, au milieu du chemin. L'homme lève alors les yeux et voit la silhouette sombre du protagoniste debout devant lui. Surpris, il tombe au sol et demande si l'épéiste ne dormait pas comme les autres. Mais les yeux du héros sont fermés et il semble être dans un sommeil profond, ne bougeant pas d'un pouce. La brute est choquée et se demande si le jeune homme peut réellement dormir profondément en étant debout. Il décide alors que c'est sa chance et tend la main pour essayer de saisir l'épée de la recrue. Soudain, les yeux du protagoniste s'ouvrent brusquement avec une lueur bleue intense et très puissante. Sur ce, l'homme fige son mouvement, sentant un danger qu'il n'a jamais ressenti de sa vie.
En un instant, l'épéiste lève son épée comme s'il était sur le point de frapper l'ennemi à tout moment. La lame luit dans l'obscurité et le héros se prépare à porter un coup fatal au pauvre homme. Jong-chil crie alors de terreur et sent une peur écrasante envahir tout son corps. Dans ses yeux, le reflet de sa propre faim apparaît et il croit que son heure est enfin venue. Mais tout cela n'était qu'une hallucination et l'homme est paralysé de peur sur le sol. Il tombe alors en arrière et supplie pour sa vie, demandant au jeune homme de lui épargner le coup. En réalité, le protagoniste faisait simplement circuler son énergie protectrice tout en dormant debout. L'épéiste n'a pas toujours dormi debout, mais il l'a appris à la dure. Pendant son séjour dans la grotte, il devait rester vigilant à tout moment pour survivre. Dans un flashback, il avertit un ami de manger rapidement car leurs ennemis approchent déjà, et il a donc développé l'habitude de dormir debout tout en faisant circuler son énergie pour se protéger. Sur ce, un nouveau jour commence à l'agence et le soleil se lève à l'horizon de la ville. Le protagoniste pousse alors un soupir et sort enfin de son sommeil debout dans la pièce. Il regarde le sol et voit l'homme musclé étendu là avec un air de pure terreur. Effrayé, la brute bégaye et ne peut dire un mot en voyant le jeune homme réveillé. Soudain, l'homme crie et sort en courant de la pièce, laissant notre héros complètement confus. Plus tard, l'un des travailleurs réveille tout le monde et dit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Dehors, plusieurs caisses en bois et charrettes attendent d'être chargées par les hommes. D'un geste de la main, l'épéiste utilise son énergie pour soulever plusieurs caisses à la fois. Il saute ensuite dans les airs avec une agilité impressionnante, accompagné des caisses flottantes. Le jeune homme atterrit sur l'une des caisses avec un équilibre parfait en plein air. Avec des coups de pied précis, il commence à empiler rapidement toutes les caisses en une grande tour. En quelques secondes, une énorme pile de caisses se forme dans la cour de l'agence. Le protagoniste se demande alors si c'est comme ça qu'on fait et trouve le travail assez facile. Les autres travailleurs restent bouche bée, incapables de croire ce qu'ils viennent de voir. Il propose alors de faire le reste du travail tout seul, car c'était très simple pour lui. Les autres travailleurs crient désespérément en lui demandant de faire très attention aux caisses. Deux hommes observent la scène et commentent que la nouvelle recrue n'est pas une personne ordinaire et qu'il va leur voler leur travail. Soudain, la jeune Seol Yeon apparaît et l'un des travailleurs lui demande ce qu'elle fait là. La jeune femme pense qu'elle a fini par le suivre et se souvient des mots durs qu'il a prononcés auparavant. Elle s'interroge alors sur le sens de ces mots et admet qu'elle n'a pas pu dormir. Avec un regard surpris, le protagoniste se retourne et remarque la présence de la jeune fille dans la cour. Avec un sourire timide, elle le salue et l'appelle grand frère, se surprenant elle-même. Le jeune homme explique alors qu'il a commencé à travailler comme porteur et elle lui demande s'il est à l'aise. La jeune fille devient nerveuse et lui demande ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, mais se rend compte que ce n'est pas ce qu'elle voulait demander. Il répond qu'il aime la paix et qu'il la déteste. Quand cette paix est brisée par quelque chose, la jeune fille écoute attentivement ses paroles alors qu'il continue de parler de ses sentiments. L'épéiste révèle alors qu'il déteste entendre un ami s'excuser car cela l'inquiète beaucoup. Avec un sourire, la jeune femme réalise qu'il la considère comme une amie et promet de ne plus jamais dire cela. Soudain, le bruit des sabots d'un cheval résonne dans la cour et quelqu'un s'approche du duo. Un homme à cheval commente la coïncidence de les trouver là à ce moment-là. Le jeune homme nommé Panchil, Yoon complimente la beauté de la jeune fille et dit qu'elle est encore plus belle. Surprise, la jeune fille lui demande ce qu'il fait là, car il devrait être occupé par d'autres affaires. Le jeune homme explique alors qu'il est venu pour une autre mission de l'Alliance afin de soutenir l'agence. Et c'est ainsi que le désir de paix de notre héros est une fois de plus brisé par les conflits du monde. Le monde des arts martiaux est alors plongé dans un tourbillon de sang et de grands troubles. Dans un endroit sombre, un homme rapporte que l'unité entière de 30 personnes a été éliminée. Le survivant s'excuse et dit qu'il n'a pas pu découvrir qui était responsable de l'attaque. Un homme dans l'ombre écoute le rapport et devient furieux car l'unité était très puissante. Une main libère une sinistre énergie rougeâtre, montrant la puissance du grand méchant de l'histoire. Sur ce, plusieurs hommes sont projetés dans les airs par la force de cette aura sombre et très puissante. L'attaque est brutale et les guerriers n'ont aucune chance de se défendre contre une si grande puissance. Le survivant révèle alors qu'ils ont tous été vaincus par une seule et mystérieuse personne. Avec un sourire maléfique, le méchant dit que Shionjaja a créé 100 monstres et qu'il veut les tester maintenant. La scène nous emmène ensuite dans une forteresse sombre au milieu des montagnes, sous un ciel violet. À l'intérieur, l'un des hommes tient un camarade blessé après l'attaque surprise de l'ennemi. Le chef leur ordonne alors d'enquêter sur tous ceux qui ont accompagné l'Alliance Mirim sur la montagne. Avec un regard furieux, il jure de découvrir qui est responsable de tout cela. La scène retourne à l'agence où une belle journée ensoleillée commence pour les travailleurs. La jeune Seol Yin observe la cour avec une expression pensive et légèrement inquiète. Le jeune homme nommé Panchil, Yoon la complimente, disant qu'elle est vraiment d'une beauté rare à contempler. Mais soudain, son regard se déplace et il concentre son attention sur autre chose dans la cour de l'agence. Il se demande alors pourquoi ce type étrange est encore à côté de la belle jeune femme. D'un ton moqueur, il dit qu'il est absurde qu'un porteur se promène avec une épée. La jeune fille avertit alors le jeune homme de ne pas s'en mêler, car son unité représente l'alliance. Le jeune homme est choqué d'entendre la jeune fille l'appeler grand frère et n'aime pas ça du tout. La jeune fille à côté de lui, nommée Peng Rayon, explique qu'ils sont venus à cause d'elle. À ce moment, un homme s'approche de notre héros et lui demande s'il est Dan Yong-woo. L'épéiste confirme son nom tandis que la jeune femme à ses côtés semble inquiète de la situation. L'homme nommé Yung
Pio se présente et dit qu'il est venu entraîner le nouveau porteur pour la mission. La jeune femme est surprise, car il a à peine commencé à travailler et est déjà envoyé en mission. Le jeune homme explique que le travail d'un porteur implique de participer à d'importantes missions d'escorte. Le protagoniste dit qu'il ne sait pas ce qu'est une mission d'escorte, mais qu'il ne peut pas remettre son épée. Avec un sourire, l'homme lui demande de le suivre et commente que la nouvelle recrue est assez familière. Le vice-chef se moque du jeune homme et lui demande ce qu'il fera s'il se fait renvoyer. Sa sœur pense alors que les hommes agissent de manière si puérile, même un vice-chef. Mais elle remarque que l'épéiste n'est pas décontenancé par la provocation et se demande si tout cela n'est qu'une comédie. La jeune fille lui demande alors où il va et se rend compte qu'il s'éloigne de tout le monde. Le vice-chef se moque de lui une fois. Morand dit qu'il part parce qu'il s'est vexé. La jeune femme est déconcertée par son attitude, mais il répond qu'il ne fait que suivre les ordres. Le jeune homme explique alors qu'il ne peut pas être renvoyé et que, par conséquent, il suivra les ordres de son supérieur. Avec un regard affectueux, la jeune femme est une fois de plus impressionnée par l'attitude de l'homme mystérieux. Sur ce, l'épéiste suit sans se retourner l'homme qu'il a appelé pour la mission. Dans une pièce, le directeur dit que John Chill va lui enseigner et lui demande de ne pas causer de problème. Avec un air sérieux, il pense qu'il doit les séparer avant qu'il ne se rapproche davantage de la fille. L'homme se demande alors ce qu'il entend par aider un adulte comme ce jeune homme. Le directeur répond qu'il comprendra quand il le rencontrera en personne et verra comment il agit. L'homme commente alors que le jeune homme a dit qu'il vivait seul dans les montagnes, c'est pourquoi il est étrange. Avec un regard suspicieux, il pense à l'étrange combinaison d'un porteur avec une épée. Avec un sourire, l'homme demande si notre héros s'entraîne à des techniques d'épée. Le protagoniste répond alors avec un air sérieux qu'il s'entraîne à la technique de l'épée des trois pouvoirs. À cela, l'homme se moque et dit qu'il n'est qu'un débutant qui rêve de devenir un guerrier d'escorte. Son épée à la main, il montre sa posture de combat avec un air de pure arrogance. L'épéiste observe alors la scène avec un regard dédaigneux et ne semble pas du tout impressionné. Le guerrier le défie alors et lui demande de montrer ses compétences avec la technique de l'épée. D'un regard froid, le protagoniste lui demande s'il veut dire qu'il souhaite être éliminé. L'homme est choqué par la réponse et dit qu'il veut juste mesurer leurs compétences dans un duel. Notre héros demande alors s'il veut vraiment mesurer leurs compétences ici et maintenant. Avec un regard confiant, il répond alors qu'il est sans aucun doute le plus fort des deux. Le guerrier est choqué et ne revient pas de l'audace et de la confiance de la nouvelle recrue. Il crie alors que quelqu'un qui vient de prendre une épée ne peut pas se comparer à lui. L'épéiste dit que sa confiance est une bonne chose et qu'il va lui montrer comment devenir plus fort. Il fait alors un geste de la main, invitant le guerrier à se battre avec un regard provocateur. Sur ce, le jeune homme se demande s'il doit ajuster un peu sa force pour ne pas en faire trop. L'homme est confus et ne comprend pas ce qu'il fait avec ses mains à ce moment-là. Le protagoniste explique alors que c'est la première fois qu'il n'éliminera personne, donc il doit calculer. Les bras ouverts, il se prépare au combat avec un air sérieux et très concentré. Il dit alors qu'il a compris et qu'il peut maintenant éviter d'éliminer son adversaire pendant leur combat. L'homme comprend enfin ce que le directeur voulait dire et prend peur de ce qui va arriver. Avec un sourire narquois, le guerrier charge vers le protagoniste, son épée à la main. Il avance avec une attaque rapide et précise, mais notre héros ne semble pas du tout inquiet. D'un regard calme, l'épéiste observe l'attaque de son adversaire et se prépare à contre-attaquer. L'homme saute alors et assène un puissant coup descendant de toutes ses forces. Avec un sourire malicieux, le protagoniste décide que pour ne pas l'éliminer, il doit frapper juste devant ses yeux. Il esquive alors l'attaque d'un mouvement rapide et prépare son propre coup précis. Une aura électrique bleue commence à émaner de l'épée de notre héros dans une démonstration impressionnante. Soudain, un puissant rayon d'énergie est projeté de la lame vers l'adversaire. Le guerrier crie de douleur et son épée est projetée au loin par la force de l'attaque surprise. Il est alors projeté en arrière et heurte le sol avec un grand impact, soulevant de la poussière. L'homme heurte violemment le sol et reste abasourdi après le coup dévastateur de la recrue. Allongé sur le sol, il pense que ce n'était pas la technique de l'épée des trois pouvoirs qu'il connaissait. La vision floue, il lève les yeux et n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Le protagoniste s'approche alors et demande d'un ton moqueur si ça a fait très mal. L'homme demande alors de quel art martial il s'agissait, car il ne l'avait jamais vu auparavant. Le jeune homme répond que c'était littéralement la technique de l'épée des trois pouvoirs qu'il avait mentionnée. Avec un air sérieux, il révèle que la technique ressemble aux trois pouvoirs, mais en même temps, ce n'est pas le cas. Le guerrier se demande alors comment il peut être un maître aussi suprême et si le directeur était au courant. Avec un sourire confiant, l'épéiste dit que de toute façon, il est le plus fort des deux. L'homme soupire alors et pense que malgré toute son habileté, son innocence est celle d'un enfant. L'homme décide alors qu'il doit d'abord lui apprendre la société pour qu'il puisse utiliser ses arts. La main tendue, il dit qu'il est maintenant clair qu'il n'a pas besoin de lui enseigner les arts martiaux. Avec un léger sourire, notre héros observe la scène sans un mot, attendant le prochain mouvement. Le guerrier explique alors que dans des moments comme celui-ci, il convient de prendre la main et d'aider la personne à se relever. Le protagoniste regarde alors la main tendue et semble comprendre ce qu'il voulait dire. Sur ce, l'épéiste prend la main de l'homme et l'aide à se relever du sol d'un geste doux. Et c'est ainsi que notre héros est allé vivre chez le guerrier pour en apprendre davantage sur le monde normal. L'homme est choqué de le voir dormir debout et lui demande s'il dort vraiment de cette façon.
Le guerrier commence alors à lui enseigner tout ce qu'il a manqué du monde au fil des ans. Mais le protagoniste crie et dit qu'il ne devrait pas se changer dehors si nonchalamment. Le visage de l'homme devient rouge de honte, et il ne sait pas comment réagir aux commentaires de son ami. En conséquence, l'épéiste a progressivement ouvert son cœur au porteur et à son nouvel ami. Le guerrier lui crie alors de ne pas enlever son pantalon. Ils sont au milieu de la cour sans aucune raison. Cachée, une femme observe la scène avec un regard sérieux et pensif sur la situation actuelle. Dans un flashback, le chef de l'Alliance lui donne pour mission de surveiller chaque mouvement de la famille Joe. Il explique qu'ils ont besoin de preuves si la famille est liée à l'attaque sur la montagne. Avec un regard déterminé, la femme accepte d'exécuter la volonté du chef de l'Alliance. Elle pense alors qu'il n'y a personne de suspect et que la seule chose qui se démarque est ce type. De loin, la jeune Céline observe le protagoniste s'entraîner avec un regard admiratif et doux. L'espionne en conclut alors que la jeune dame de la famille Joe a des goûts plutôt uniques. La jeune femme observe le jeune homme d'un regard doux et l'appelle à nouveau frère avec affection. Dans son nouvel uniforme, elle commente qu'il est devenu un membre à part entière de l'agence d'escorte. La scène nous amène ensuite au jour de la mission et une nouvelle aube se lève sur la grande ville. 2 chevaux hennissent et se préparent pour le long voyage qui les attend. Le directeur de l'agence souhaite bonne chance au chef de l'escorte et lui demande de revenir sain et sauf. Le chef, nommé Mayuk, répond qu'il accomplira la mission au nom de l'agence d'escorte. D'un cri, il dit à tout le monde d'être sur le qui-vive car la mission d'escorte est sur le point de partir. Les charrettes et les chevaux partent à toute vitesse dans les rues de la ville. Au début de la mission, notre héros et les autres porteurs observent le départ du groupe avec des regards sérieux et attentifs. Au milieu de la foule, la jeune Cillian et son ami observent également le départ du groupe d'escorte. Le guerrier qui l'a entraîné est également là, observant tout avec un regard attentif et quelque peu distant. La scène revient ensuite quelques jours en arrière, dans le bureau du chef de la famille Joe avec les nouveaux arrivants. Le chef de l'Alliance est présent dans la pièce et semble avoir une conversation importante avec eux. D'un geste, il les invite à s'asseoir et à commencer la conversation sur leur mission. Le chef de famille demande s'il est le dragon de la lame, l'un des dragons jumeaux de l'unité. Le chef de l'Alliance demande alors si l'autre jeune homme est le dragon de l'épée, complétant ainsi la paire. Avec un sourire, le jeune homme se présente comme Nangunjin et remercie le chef pour le compliment. La jeune femme se présente alors comme la sœur cadette du dragon de la lame et son nom est Peng Merion. Le chef de famille commente alors que la famille Peng est la plus grande famille martiale de Hebei. Avec un regard malicieux, il pense qu'elle est charmante et pourrait former une bonne connexion avec son fils. Le chef dit alors qu'il espère que les jeunes s'entendront bien et partageront leur sagesse martiale. Le frère et la sœur remercient le chef pour son hospitalité et disent que ce sont eux qui devraient être reconnaissants pour l'accueil. La sœur du jeune homme esquisse alors un sourire discret tout en observant attentivement la conversation entre les deux. Mais leur véritable mission était d'enquêter sur la famille Zhou et leur lien avec l'attaque sur la montagne. La jeune femme se moque alors de son frère car, malgré la mission, il semble assez distrait par d'autres choses. Elle commente qu'il ne prête attention qu'à la jeune dame de la famille Zhou qui s'entraîne dans la cour. La jeune Séol Yeon s'entraîne avec un regard sérieux et déterminé, montrant son habileté à l'épée. L'espionne remarque alors que la dame ne regarde pas son frère mais un simple porteur. Son frère répond avec dédain en disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour un type au hasard. Il a entendu dire que le jeune homme est parti pour une mission d'1 mois, ce qui lui donnera le temps de la conquérir. Pendant ce temps, à l'agence d'escorte, les porteurs se préparent pour leur dernier repas ensemble. Ils sont sur le point de prendre leur dernier repas avant de partir pour la longue mission d'escorte. Notre héros est complètement concentré sur la nourriture juste devant lui, prêt à manger. Avec ses baguettes, il porte le morceau de viande à sa bouche, se préparant à savourer le repas. Le goût de la nourriture lui laisse une expression de pur bonheur et de satisfaction sur le visage. Pour lui, la nourriture était le moment le plus excitant depuis qu'il était sorti dans le monde extérieur. Son ami commente alors qu'il mange comme s'il accomplissait une sorte de rituel sacré. Il dit ensuite que la destination de la mission est le Sichuan, le foyer de l'une des plus grandes familles du monde des arts martiaux. L'ami révèle que le client de la mission d'escorte est la puissante famille Tang du Sichuan. L'homme qui dirige le groupe est Tang Oguon, un aîné de la célèbre famille Tang du Sichuan. Un autre homme nommé Tang Shilgi, également membre de la famille Tang, est présenté. L'ami continue ensuite à expliquer plus de détails sur la mission à l'épéiste attentif. Il dit que la famille Tang a envoyé ses propres guerriers pour la mission d'escorte. Sur ce, l'ami se demande à quel point les objets qu'il transporte doivent être précieux. Mais le protagoniste reste concentré sur sa nourriture, sans se soucier des détails de la mission. Soudain, un papillon se pose sur le chapeau de l'aîné et celui-ci commente un parfum agréable. D'un geste, il dit que l'insecte est agaçant et se prépare à y faire quelque chose. D'un claquement de doigts, une puissante énergie détruit le papillon en plein vol en un instant. Il regarde alors autour de lui avec suspicion comme s'il avait remarqué quelque chose d'étrange. L'autre membre de la famille Tang demande à l'aîné si quelque chose s'est passé. L'aîné répond qu'il a senti une aura inhabituelle provenant de l'un des porteurs de l'agence. Avec un regard intense, il se demande qui pourrait être le propriétaire de cette énergie puissante et mystérieuse. Ses yeux commencent alors à balayer les porteurs pour trouver le propriétaire de cette aura. Le regard de l'aîné se concentre alors sur notre héros qui mange paisiblement à sa table. La scène nous emmène ensuite au départ et les chevaux sont prêts pour le long voyage. Le chef de l'escorte, nommé Mayuk,
annonce que tous les préparatifs sont terminés pour le départ. L'aîné se demande alors si l'aura qu'il a senti provenait réellement du chef de l'escorte. Il conclut alors que l'aura du chef était puissante et dit à tout le monde de se préparer à partir. D'un cri, le chef de l'escorte ordonne à tous les guerriers et porteurs de finir leur repas. Il annonce ensuite qu'ils doivent atteindre le Sichuan en 1 mois et demi car la vitesse est leur marque de fabrique. Les autres porteurs sont choqués par le délai, mais l'un d'eux semble accepter le défi. Sur ce, l'ami l'avertit de ne pas se laisser distancer, sinon le chef de l'escorte le mettra dehors immédiatement. Le chef crie alors à tout le monde de se préparer à partir et le long voyage commence enfin. L'épéiste se demande alors pourquoi il dirait quelque chose comme « Ne te laisse pas distancer ». Les charrettes partent à toute vitesse et les missions du chef étaient difficiles en raison de sa nature. De plus, tous les porteurs devaient courir à la vitesse des chevaux pour suivre le rythme. L'ami lui crie alors de tenir bon, mais le jeune homme ne comprend toujours pas ce que signifie se laisser distancer. Mais le protagoniste suivait le rythme de la mission comme s'il se promenait tranquillement. Le voyage se poursuit sans relâche et le groupe court sans s'arrêter jusqu'à ce que le soleil se couche à l'horizon. La nuit, l'ami explique que le jeune homme dort de cette façon, se reposant paisiblement sur ses pieds. Et ainsi, notre héros et le groupe d'escorte ont continué leur voyage à un rythme effréné. Ils ont atteint la montagne Pyongjiang dans le district de Neol en seulement 2 jours de voyage. Soudain, une lance vole à grande vitesse vers le groupe alors qu'il court à travers la forêt. L'un des membres de la famille Tang crie alors à tout le monde de s'arrêter, ayant senti le danger imminent. La lance brille d'une puissante aura bleue alors qu'elle s'approche pour frapper sa cible. Le chef de l'escorte ne perd pas de temps et se prépare à intercepter l'attaque avec son arme. D'un mouvement rapide, il parvient à dévier la lance et à l'empêcher de toucher la charrette. Il crie alors et demande qui sont ces gens qui ont osé attaquer le groupe d'escorte. Une voix mystérieuse répond alors que ce sont eux qui devraient poser cette question au chef. Sur ce, un groupe d'hommes à l'air suspect sort de la forêt pour encercler le groupe. Le chef des bandits dit alors qu'ils sont entrés sur le territoire de la forêt verte et qu'ils doivent payer un péage. L'aîné de la famille Tang dit à son subordonné de se calmer car ce ne sont que de simples bandits. L'ami du héros dit de ne pas s'inquiéter, mais il se demande si ce sont les mêmes bandits qu'auparavant. Sur ce, le chef de l'escorte jette une pile de pièces et dit que c'est leur péage. Le bandit chauve attrape alors les pièces en plein vol avec un sourire moqueur sur le visage. Mais d'un geste rapide, il écrase les pièces et les jette au sol avec mépris. Il crie alors qu'il ne veut pas de cette somme dérisoire et leur dit de livrer toutes les marchandises. Sans perdre de temps, l'homme chauve bondit vers le chef de l'escorte pour une attaque surprise. L'ami du protagoniste est choqué par l'attaque soudaine et ne sait pas quoi faire, mais notre héros sent immédiatement que l'homme a une forte intention meurtrière. Le bandit charge alors avec son arme pour attaquer le chef qui est toujours sur son cheval. Il se prépare à porter un coup fatal, et le chef de l'escorte essaie de se défendre, mais le coup est trop puissant, et le chef finit par être touché de plein fouet par l'attaque de l'ennemi. Sur ce, le chef de l'escorte est projeté de son cheval et tombe au sol avec un grand impact. Le bandit rit alors et demande s'il pense que l'agence d'escorte peut les arrêter là. D'un cri, tous les autres bandits chargent pour attaquer le reste du groupe d'escorte. L'un des porteurs est désespéré et se demande comment ils vont faire face à tant d'ennemis. L'aîné réalise alors que ce ne sont pas de simples bandits et demande qui est derrière tout ça. Le chef des bandits rit et dit qu'ils sont des héros fièrement affiliés à la forêt verte. Il charge alors l'aîné et lui dit de considérer comme un honneur d'être abattu de ses mains. L'aîné dit que c'est dommage, car s'il avait été de simples bandits, il leur aurait laissé la vie sauve. Sur ce, il lance une aiguille qui frappe un arbre avec une puissante énergie violette. La petite arme s'incruste dans le bois, montrant la force de l'attaque de Maître Tang. Le bandit est choqué et n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer dans la forêt. Il se demande comment de simples aiguilles en or ont pu causer des dégâts aussi massifs. Puis le corps de l'homme commence à se dissoudre en une sinistre fumée noire dans l'air. Les autres bandits sont terrifiés par la scène et ne savent pas comment réagir à la puissance du vieil homme. Maître Tang dit alors qu'ils ont osé toucher au bien de sa famille et se prépare à attaquer. Avec un regard furieux, il déchaîne une pluie d'aiguilles dotée d'une très puissante aura violette. L'attaque est lancée avec précision et les bandits n'ont nulle part où fuir cette technique. L'un des hommes est touché par les aiguilles et crie de douleur sous l'impact du coup direct. Un autre ennemi est également transpercé et ne peut résister à la puissance de cette technique mortelle. Soudain, un nouveau groupe d'ennemis masqués apparaît et dit que la forêt verte n'était pas suffisante. Ce groupe est l'escouade des esprits de la mort et ils ne peuvent pas battre en retraite avec l'aîné présent. Leur chef dit alors que c'est un ordre du chef de famille de ne laisser personne en vie. L'aîné avertit son subordonné de se tenir prêt car ces types sont les vrais ennemis. Il dit ensuite que même si l'agence d'escorte tombe, ils doivent livrer les marchandises. Le subordonné avertit son élite de protéger les marchandises jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive, d'un cri, il ordonne à ses hommes de ne laisser aucun ennemi en vie et la bataille commence. L'élite de la famille Tang attaque de toutes ses forces et la bataille devient un véritable massacre dans la forêt. Le chef de l'escorte se bat de toutes ses forces mais l'ennemi est beaucoup plus puissant que lui. Au milieu du chaos, notre héros observe simplement la bataille autour de lui avec un regard calme et distant. Quelqu'un crie à tout le monde de tenir la formation mais l'épéiste reste immobile. L'un des guerriers de l'escorte est alors pris par surprise et reçoit un coup fatal de l'ennemi masqué. Le chef réalise qu'ils ne font pas le poids face à ses maîtres et que la famille Tang ne les aidera pas. À ce moment-là, l'ami du protagoniste est frappé par un coup et est choqué par l'attaque surprise. En voyant cela,
l'expression de l'épéiste change enfin et il semble avoir réagi à l'attaque. L'un des ennemis se prépare alors à porter le coup de grâce au jeune homme blessé et sans défense. Le protagoniste se souvient alors du moment où son ami lui a offert une partie de sa nourriture pendant le repas. Sur ce, une aura bleue émane de son épée et il décide enfin d'entrer dans la bataille pour se battre. Avec cela, il déchaîne une attaque électrique dévastatrice pour protéger son ami des ennemis. L'adversaire qui l'a attaqué est complètement désintégré par la puissante décharge d'énergie. En voyant la scène, le compagnon est choqué car il ne s'attendait pas à une telle démonstration de puissance. Les autres ennemis se demandent ce qu'était cette explosion et si la foudre venait de frapper là. Alors l'ami reconnaît la technique et dit que c'était le tonnerre céleste de Eyon-ho. Sur ce, il demande désespérément au garçon de sauver aussi ses autres compagnons. Mais le protagoniste répond froidement qu'il l'a sauvé uniquement parce que c'était lui et personne d'autre. L'ami le supplie alors et demande pourquoi, puisque tout le monde là-bas est son coéquipier. Pendant ce temps, les autres porteurs continuent d'être éliminés par les ennemis masqués. L'un d'eux supplie même pour sa vie en disant qu'ils ne sont que des porteurs sans pouvoir interne. L'épéiste dit alors qu'il ne comprend pas ce que le mot compagnon signifie vraiment. Mais comme c'était la demande de son ami, il décide de sauver tous les autres pour lui. Avec un regard déterminé, il s'avance à grande vitesse sur le champ de bataille. Il se déplace si vite que les ennemis ne le remarquent même pas et sont pris au dépourvu un par un. Le héros saisit un autre ennemi par le cou sans lui laisser la moindre chance de réagir à l'attaque. En un clin d'œil, il traverse plusieurs ennemis, les battant avec une facilité extrême. Un ennemi se moque du vieil homme mais est surpris par le mouvement rapide de notre héros. Maître Tang est surpris et se demande ce qui vient de le dépasser si rapidement. Seul le vieil homme peut percevoir vaguement le mouvement du garçon au milieu de la confusion. Avec un regard calme, le protagoniste s'arrête et demande si ce qu'il a fait est suffisant. Avec son pouvoir électrique, il achève tous les ennemis restants en un seul instant. Le protagoniste se retourne alors avec un regard calme comme si rien ne s'était passé là. La bataille terminée, la forêt redevient silencieuse sous un ciel bleu et clair. Ailleurs, une femme se demande si son escouade d'élite a vraiment été anéantie. C'est Humain Ai, la chef de la troupe des esprits de la mort, et elle ne croit pas ce qu'elle entend. Le subordonné s'excuse et dit qu'il y avait un superviseur qui n'était pas dans leur rapport. À ce moment, l'homme est choqué car la chef de la famille a décidé d'y aller en personne. Avec un sourire, elle confirme qu'elle découvrira par elle-même qui est ce maître. La scène nous emmène au quartier général du clan humain, l'une des familles les plus influentes du monde. À l'intérieur, le chef du clan demande s'ils ont découvert ce que la famille Tang cache. Le chef est humain et il apprend que la famille Tang a redécouvert les grenades tonnerre. Le subordonné explique que le manoir du forgeron les a aidés et qu'ils sont de la secte du tonnerre. Avec cela, le vieil homme comprend que les héritiers de la secte ont ramené l'arme dans le monde. Il pense alors à l'immense pouvoir qu'auraient 5 charrettes de ces grenades. Avec ce pouvoir, il serait possible de détruire des régions entières et de changer l'équilibre du monde. Avec un regard malveillant, il dit qu'ils doivent s'emparer de ces armes à tout prix. Le subordonné révèle alors que la jeune dame est déjà partie avec l'escouade après avoir appris la nouvelle. Le patron devient furieux et crie en demandant où Yumi est allé sans sa permission. Craintivement, l'homme répond qu'à présent, elle doit être près de la montagne Pyongyang. Et ainsi la vilaine chevauche à grande vitesse vers le lieu de la bataille pour tout voir. Grâce aux efforts du protagoniste, l'agence a éliminé tous les ennemis mais ils ont perdu presque tous leurs guerriers d'escorte dans la bataille. Seul le chef d'escorte gravement blessé et le guerrier qui l'a entraîné ont survécu. En plus d'eux, il y avait aussi quelques porteurs qui étaient complètement terrifiés. Un des hommes suggère d'engager une autre agence mais l'aîné dit qu'il devrait leur faire confiance. Le garçon remet en question la décision et dit qu'avec le tonnerre céleste de l'aîné, il pourrait y aller seul. Il félicite alors le vieil homme d'avoir perfectionné la technique secrète de la famille Tang, mais le maître révèle qu'il a à peine vu ce qui s'est passé et que ce n'est pas lui qui a utilisé la technique. Choqué par cela, le jeune homme demande qui était responsable de la puissante attaque. Le vieil homme dit alors que si ses vieux yeux ne l'ont pas trompé, il sait très bien qui c'était. Sur ce, il pointe directement le protagoniste et l'appelle un porteur d'épée. Alors le maître s'approche du garçon et lui demande directement à quelle secte il appartient. L'épéiste ne comprend pas la question et le vieil homme explique qu'il veut savoir où il s'est entraîné. Alors le garçon se souvient de Cheong Jeijia et dit qu'il ne lui a jamais enseigné d'arts martiaux. Avec un regard froid, il révèle que ses arts martiaux sont les siens et à personne d'autre. Il explique qu'il a acquis ses compétences après d'innombrables batailles à la vie à la mort. Par conséquent, il déclare avec une certitude absolue qu'il n'appartient à aucune secte ni à aucun clan. L'aîné est choqué et demande s'il dit que ses capacités sont tombées du ciel. L'ami du héros panique car il est impoli envers un aîné de la famille Tang. Il essaie alors de calmer la situation et dit que son ami a vécu seul dans les montagnes pendant longtemps. Le vieil homme pense qu'il est arrogant mais conclut qu'ils ont besoin de sa force pour la mission. Le vieil homme se rend compte que le porteur écoute bien son ami et conçoit un plan pour le maîtriser. Puis il se tourne vers le guerrier et le loup en disant qu'il est plus doué qu'il n'y paraissait. Avec cela, l'aîné le nomme nouveau chef de l'escorte en remplacement de l'ancien chef qui a été blessé. Le garçon est choqué par la décision soudaine et ne croit pas la nouvelle responsabilité. L'ancien chef est d'accord et dit qu'il va retourner en hâte à l'agence pour obtenir des renforts. Il passe alors le commandement au guerrier et lui demande de mener le groupe jusqu'à la fin de la mission. Le garçon comprend que quelqu'un doit prendre ses responsabilités et accepte la tâche difficile.
Avec un geste formel, il promet qu'il mènera l'escorte à Sichuan en toute sécurité. Maître Tang est d'accord et dit que comme il est tard, ils partiront le lendemain matin. L'autre membre de la famille Tang est indigné et se demande si tout cela a un sens. Pendant ce temps, notre héros observe simplement la scène avec son regard calme et distant habituel. Et ainsi le voyage de l'agence d'escorte continua, maintenant sous la direction du nouveau commandant. Au même moment, l'ancien chef chevauchait aussi vite que possible pour signaler l'attaque surprise. Il pense que même avec la force du porteur, tout le monde sera en danger si l'ennemi revient. Soudain, l'homme remarque quelque chose d'étrange et arrête son cheval au milieu de la forêt sombre. Il sent une autre présence se dirigeant dans la même direction et en conclut qu'il doit se dépêcher encore plus. À ce moment, une étrange lueur se reflète dans ses yeux, révélant une arme avec des chaînes. Soudain, une arme le frappe de plein fouet et le projette loin de son cheval d'un coup fatal. L'arme à chaîne fend l'air violemment, démontrant la brutalité de cette attaque surprise. Et c'est ainsi que l'ancien chef d'escorte connaît une fin tragique lors de son voyage de retour à l'agence. À travers la forêt, un groupe d'assassins masqués avance à grande vitesse pendant la nuit. C'est l'unité d'assassinat du démon de Sang Soleil, une troupe d'élite mortelle. Le chef du groupe confirme alors que la cible a été éliminée et se prépare pour la prochaine mission. Avec un regard malveillant, il révèle que leur prochaine cible sera la puissante famille Jio. Pendant ce temps, au manoir, le chef de famille et son conseiller travaillent tard dans la nuit. Le chef dit alors qu'ils ne peuvent pas s'arrêter car le travail et l'entraînement ne devraient jamais être reportés. Il continue son travail avec un regard concentré, ignorant le danger qui approche. Soudain, une goutte d'encre tombe de son pinceau comme un mauvais présage de ce qui va arriver. Le chef sent une présence maléfique et se demande quelle est cette aura qui est apparue de nulle part. L'encre se répand sur la table et le chaos commence à se déchaîner à l'extérieur du manoir. Plusieurs gardes sont pris au dépourvu et la cour de la famille se remplit de cris et de confusion. Un des gardes crie alors à tout le monde de prendre ses armes et de se préparer pour l'embuscade. Le chef de famille dit simplement que c'était comme il s'y attendait, comme s'il savait que cela allait arriver. Avec un cri, le chef des assassins ordonne à ses hommes de ne laisser aucun survivant. Le capitaine de la garde se précipite dans la bataille et demande qui sont les fous qui les ont attaqués, mais son conseiller l'arrête et lui demande de se calmer et de ne pas entrer dans la bataille maintenant. Le chef est confus par le comportement de son ami et demande ce qu'il pense faire. Le conseiller explique que l'intention meurtrière des ennemis est trop forte pour eux. La scène montre les assassins massacrant les gardes de la famille avec une facilité extrême. Avec un regard sérieux, l'homme dit que le chef doit aller ailleurs et sortir de là maintenant. Le chef court alors vers la chambre de sa fille pour l'avertir du danger imminent. Il ouvre la porte d'urgence et trouve la jeune femme qui est surprise par l'intrusion soudaine. Le père lui crie alors de quitter les lieux immédiatement et de se préparer à fuir le manoir. Effrayée, la jeune fille demande ce qui se passe et s'inquiète du sort de son père. Sous le clair de lune, le manoir est en proie aux flammes et des appels à l'aide résonnent de partout. Les assassins poursuivent le massacre et ne montrent aucune pitié envers les gardes de la famille. Le chef ordonne alors à ses hommes d'attaquer également l'agence d'escorte et de ne rien laisser derrière eux. Pendant ce temps, la jeune femme et ses compagnons chevauchent à toute vitesse pour fuir la scène. La jeune fille, son frère et le directeur de l'agence fuient le manoir aussi vite qu'ils le peuvent. L'incendie se propage rapidement et atteint également le siège de l'agence d'escorte de la ville. La jeune fille regarde en arrière et se rend compte que les flammes ne sont pas seulement dans la maison mais aussi dans l'agence. Le directeur lui crie alors de ne pas s'arrêter de courir car ils doivent partir d'ici maintenant, mais elle s'inquiète pour son père et l'homme lui rappelle à quel point le chef de famille est fort. Le chef prend alors sa lance et se prépare à se battre, car il est le plus grand lancier de Hanam. D'un mouvement puissant, il fait tournoyer son arme et se prépare à affronter la horde d'ennemis. Son attaque déchaîne une vague d'énergie qui détruit tout ce qui l'entoure avec une force impressionnante. Le conseiller déclare alors fièrement que personne dans la région ne peut égaler son maître. Le chef des assassins reconnaît alors l'homme et confirme qu'il est le chef de la famille Zhou. Sa lance à la main, le guerrier se prépare pour la bataille la plus difficile de sa vie. Le méchant ordonne alors à ses hommes d'apporter la tête du chef et ils s'avancent tous pour attaquer. Le conseiller crie que le chef de famille se sacrifie pour qu'il puisse s'échapper d'ici. À ce moment, le frère de la jeune fille lui dit de faire confiance à son père, mais la jeune femme semble très inquiète pour lui. Son frère demande alors ce que les deux de l'Alliance essaient de dire avec tout ça. L'espionne prévient alors qu'ils ne resteront pas et qu'ils doivent retourner à l'Alliance Murom immédiatement. Elle explique qu'il est nécessaire de signaler l'attaque aussi vite que possible pour que tout le monde soit au courant. Le frère de la jeune fille est d'accord mais s'inquiète que des ennemis puissent bientôt se mettre à leur poursuite. Sur ce, le directeur dit que s'ils ne peuvent pas compter sur eux, il ne peut penser qu'à une seule personne. Il se souvient du porteur qui a affronté les bandits de la forêt verte et a sauvé tout le monde auparavant. Avec un regard déterminé, l'homme plus âgé décide qu'ils doivent trouver un autre moyen de s'échapper. La jeune femme leur dit alors au revoir et leur demande d'être très prudents sur leur chemin. Ensuite, le directeur les avertit qu'ils doivent se dépêcher pour rattraper le groupe d'escorte du Sichuan. La jeune fille pense alors que si elle trouve Yeongwoo, il saura sûrement quoi faire pour les aider. Les larmes aux yeux, elle regarde le manoir en flammes et prie pour que son père réussisse à survivre. Pendant ce temps, au manoir, les tueurs masqués poursuivent le massacre sous la lumière de la pleine lune. Même blessé, le chef de famille se relève et se prépare à continuer le combat contre tous. Avec un regard furieux, l'homme demande qui ils sont et pourquoi ils attaquent sa famille.
Les assassins laissent échapper un rire diabolique tandis qu'une silhouette sombre émerge de derrière eux. La mystérieuse silhouette dit alors qu'il ne prendra pas la peine de répondre car il est sur le point de partir. Le chef de famille se met en colère face à cette réponse et crie au chef de se montrer immédiatement. En réponse, une puissante attaque d'énergie rouge est lancée vers le chef de famille. Le chef de famille est choqué et se demande comment le chef des assassins est encore en vie. Alors le méchant révèle qu'il a abandonné son ancien nom et frappe le chef d'un coup fatal. Regardant le manoir détruit, il fait remarquer que la famille Gio n'est plus que cendre. Le malfaiteur s'enquiert de ses tueurs et le subordonné dit qu'ils sont partis chasser les survivants. Malgré tout, l'homme dit qu'il ne comprend toujours pas la raison de cette attaque surprise. Il se demande alors pourquoi l'enfant démon de sang détruirait la famille Gio, entre toutes. Le méchant demande alors à Yulium s'il est au courant de sa relation avec le maître Cheong Jeijia. Le subordonné répond qu'il sait qu'ils ont risqué leur vie en tant que grands rivaux dans le passé. Sur ce, le méchant confirme l'histoire et dit qu'il est le seul qui reste de cette rivalité. Il révèle alors que le premier endroit où Xiangjija prévoyait d'entraîner ses maîtres était ici. Par conséquent, naturellement, c'était l'endroit où il devait commencer sa grande vengeance. Avec un sourire malin, il jure qu'il ne laissera pas un seul membre de la famille Gio s'échapper vivant. La scène nous emmène ensuite dans la forêt sombre où les fugitifs chevauchent désespérément. Le directeur se rend compte que les ennemis sont proches et leur dit de tenir encore un peu. Le frère de la jeune fille a l'air épuisé et respire lourdement, essayant de suivre le rythme de la fuite. Sur ce, le garçon commence à prendre du retard et l'aura rouge des ennemis se rapproche d'eux. Le directeur crie désespérément au jeune homme de ne pas prendre autant de retard et d'essayer de se dépêcher. Le visage en sueur, le frère de la jeune fille continue de chevaucher, mais la distance entre eux ne fait qu'augmenter. Une chaîne vole dans les airs et le garçon se rend compte qu'il sera la raison pour laquelle tout le monde sera capturé. L'arme le frappe alors de plein fouet et le jeune homme crie de douleur sous l'impact du coup surprise. Voyant la scène, le directeur de l'agence crie le nom du garçon en plein désespoir. Sur ce, le jeune homme est projeté de son cheval par un coup violent et précis. Sa sœur crie alors de désespoir et ne peut pas croire ce qui vient de se passer. Sans perdre de temps, les tueurs masqués s'avancent vers les autres survivants. L'un des ennemis saute vers la jeune femme et dit qu'il l'a enfin rattrapée au milieu de sa fuite. La jeune fille crie alors de peur et le cheval est effrayé par l'attaque soudaine de l'ennemi. En conséquence, elle finit par tomber au sol et devient complètement vulnérable aux attaques des assassins. Les ennemis encerclent alors les deux survivants qui gisent sur le sol de la forêt. Allongé sur le sol, le directeur appelle la jeune femme par son nom avec un regard de pure inquiétude, les larmes aux yeux. Il pense qu'elle était la seule enfant qu'il voulait protéger. La jeune fille réalise alors que s'ils les ont suivis jusqu'ici, son père et son frère ont été vaincus. Le chef des assassins la félicite alors d'avoir réussi à leur échapper si longtemps. Son épée étincelante, il l'avertit que sa fuite s'arrête ici et maintenant. La jeune femme pleure alors désespérément et supplie quelqu'un de la sauver de cette situation. Soudain, une énergie électrique bleue commence à émaner dans toute la forêt sombre. La jeune fille lève les yeux avec une expression pleine d'espoir en voyant cette lumière familière et puissante. Au milieu de l'énergie, une silhouette émerge et se prépare à entrer dans la bataille pour la sauver. Puis notre héros apparaît avec un regard sérieux et pointe sa main dans sa direction pour l'aider. Avec un regard concentré, il dit qu'il a entendu sa voix appeler à l'aide au milieu de la nuit. La jeune femme pleure alors de soulagement en voyant que son sauveur est enfin arrivé pour l'aider. La scène revient alors au groupe d'escorte alors qu'ils continuent leur voyage à travers la forêt sombre. Soudain, notre héros s'arrête de marcher et semble avoir senti quelque chose d'étrange dans l'air. Dans son esprit, il entend la voix de la jeune fille appeler désespérément à l'aide de loin. Sur ce, son ami remarque le changement et lui demande ce qui s'est passé pour qu'il s'arrête comme ça. L'épéiste répond alors avec un regard sérieux qu'il reviendra dans un instant. L'ami est confus et lui demande où il va au milieu de cette mission, mais le garçon disparaît en un clin d'œil et son ami crie son nom de peur. Courant à toute vitesse, le protagoniste pense qu'il a définitivement entendu sa voix. Il se souvient alors de sa voix l'appelant et lui demandant son aide cette nuit-là. De retour sur les lieux, l'assassin se prépare à porter le coup de grâce à la dernière héritière de la famille Gio, mais soudain notre héros émerge au milieu d'une explosion d'énergie électrique. Les ennemis sont choqués par son apparition et se demandent qui est ce type mystérieux. Le directeur demande alors au garçon de prendre soin de la jeune femme car il a confiance en son pouvoir. Le protagoniste regarde alors l'homme plus âgé avec une expression calme et sérieuse. Avec un dernier soupir, l'aîné dit que ça suffit et se repose enfin. Le chef des assassins crie que peu importe qui il est, car il ne sera qu'un corps de plus. L'épéiste pose alors sa main sur la tête de la jeune fille dans un geste de pure affection. À son contact, la jeune femme sent toute sa peur et sa lassitude disparaître comme neige au soleil. Avec un regard doux, le garçon lui demande d'essuyer les larmes qui coulent sur son visage. Puis il se tourne vers ses ennemis et dit qu'il va finir tout ça très rapidement. Sur ce, le garçon bondit dans les airs et charge au milieu de la bataille avec une vitesse impressionnante. Il se déplace comme l'éclair et vainc plusieurs ennemis à la fois avec ses attaques électriques. Les assassins crient de douleur et ne comprennent pas quel genre d'art martial il utilisait. Avec son épée, il déchaîne alors une pluie d'éclairs qui frappe tous les ennemis restants. La jeune femme est choquée de voir que près de 20 assassins ont été réduits en cendres en un seul instant. Elle pense alors que si elle avait eu sa force, elle aurait peut-être pu protéger toute sa famille. Avec un air sérieux, le protagoniste se prépare à faire ce qui doit être fait à ce moment-là.
Le garçon dit alors qu'il revient tout de suite et pose sa main sur un gros rocher qui se trouvait au sol. Avec un regard triste, il promet qu'il laissera le directeur reposer dans un bien meilleur endroit. La jeune fille s'approche alors de lui et lui demande ce qu'elle doit faire maintenant qu'elle est seule au monde. Sans son père ni son frère, elle ne sait pas quoi faire et se sent complètement perdue et sans but. Ces mots le frappent durement, car il sait lui aussi très bien ce que c'est que de se sentir ainsi. Il se souvient alors que lui aussi a survécu seul à cet enfer et est sorti dans le monde sans personne. La jeune femme a été la première personne à lui tendre la main, et il fera donc de même pour elle. Avec un regard sérieux et protecteur, il s'approche de la jeune fille et lui dit de simplement vivre. L'épéiste lui dit alors de vivre en faisant ce qu'elle veut, avec gratitude pour ceux qui sont partis. Les larmes aux yeux, la jeune fille se demande ce qu'elle veut vraiment faire de sa vie. Avec un regard déterminé, elle révèle qu'elle veut aussi se joindre à cette mission d'escorte. Le protagoniste est un peu surpris par la demande mais lui tient la main assez fermement. Avec un léger sourire, il annonce qu'ils partent maintenant et lui demande de bien s'accrocher à lui. La jeune femme est confuse par son attitude et ne comprend pas ce qu'il a voulu dire par là. Sur ce, le protagoniste la prend dans ses bras et s'élance dans le ciel à une vitesse impressionnante. La jeune fille est choquée par ce qui se passe et n'arrive pas à y croire. Elle pense alors que c'est plus qu'une simple technique de légèreté et qu'il semble qu'il vole. Avec la vitesse du vol, toutes ses larmes sont emportées par le vent sans laisser de traces. L'attitude du garçon l'a plus réconfortée que tous les mots qu'il aurait pu dire à ce moment-là. Avec un regard admiratif, elle pense qu'une telle compétence appartient à une personne incroyable. La jeune femme se souvient que son oncle était un maître, mais le garçon a réduit les assassins en cendres. Sur ce, elle lui demande comment il fait pour être si forte alors qu'ils n'ont pas une grande différence d'âge. L'épéiste répond alors calmement que c'est ce qui arrive quand on se bat pour sa vie pendant longtemps. La jeune fille lui demande contre qui il s'est battu et le garçon révèle que c'était des démons terrifiants. Elle demande alors s'il était comme des monstres et il confirme qu'on pourrait le dire. La jeune femme devient curieuse et lui demande de lui en dire plus sur cette histoire de son passé. Le protagoniste reste silencieux un instant, semblant se souvenir de quelque chose de très douloureux. Pour parler de cet enfer, il devrait évoquer les 99 de ses amis qui sont partis. Les souvenirs de ses camarades morts lui reviennent en mémoire à ce moment-là. Et aussi qu'il pourrait enfin atteindre Shianjija qui est parti avant que sa vengeance ne soit accomplie, avec un regard lointain. Il dit alors qu'il lui racontera cette histoire à une autre occasion. Et ainsi, les deux coururent sans s'arrêter pendant longtemps pour rattraper le groupe d'escorte. Ils avancèrent à travers la forêt à une vitesse impressionnante pour atteindre leur destination. La jeune femme arrive enfin au camp du groupe d'escorte et appelle l'un des hommes. L'ami du héros est choqué de la voir et lui demande ce qui l'amène ici en pleine mission. Dans un flashback, le guerrier révèle qu'il ne croit pas que maître Shianjija soit vraiment parti. La jeune fille et le protagoniste écoutèrent la nouvelle inattendue avec une grande attention et de la surprise dans les yeux. Avec cela, l'épéiste conclut que sa principale cible de vengeance est en fait toujours en vie et ainsi les deux coururent sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le groupe d'escorte dans la forêt. En arrivant, la jeune fille interpelle l'ami du protagoniste qui est surpris de sa présence. Le guerrier demande alors avec inquiétude ce qui s'est passé et elle révèle la terrible nouvelle de l'attaque. Il est choqué d'apprendre que la famille Gio et l'agence d'escorte ont été complètement détruites. Les autres porteurs paniquent et se demandent ce qu'il adviendra de leur avenir. La jeune femme s'excuse d'apporter de si mauvaises nouvelles au milieu d'une importante mission d'escorte. Mais l'ami du héros lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est elle qui souffre le plus de tout cela. Il pense alors que le moral du groupe était déjà bas et que maintenant la situation a bien empiré. Le guerrier se rend compte qu'il a besoin d'un moyen astucieux pour se sortir de cette situation. Sur ce, il rappelle à tout le monde la grosse commission qu'ils recevront s'ils accomplissent la mission. Il dit qu'ils pourraient même reconstruire l'agence puisqu'ils ont toujours la jeune dame avec eux. La jeune fille est profondément émue par les mots de soutien du guerrier alors qu'il essaie de l'encourager. Elle réalise que ce n'est pas le moment de souffrir car elle a une responsabilité envers tous ses serviteurs. La jeune femme jure de devenir aussi forte que le protagoniste afin de venger toute sa famille à l'avenir. Avec un air sérieux, l'épéiste demande s'ils doivent se remettre en route. Le guerrier accepte alors et le groupe reprend son importante mission d'escorte. À ce moment, le maître de la famille Tang remarque la jeune femme et dit à son subordonné de ne pas s'inquiéter pour elle. L'aîné pense que si le protagoniste se joint à eux, cela ne le dérangerait pas même si un tigre venait. Et ainsi les porteurs se remettent à courir à grande vitesse pour suivre le rythme des charrettes. La jeune femme se souvient alors que le garçon a dit qu'il avait combattu des monstres pendant longtemps. Elle n'avait jamais entendu parler d'un tel endroit et se demandait ce qui lui était vraiment arrivé. Sur ce, la jeune fille s'approche et lui demande de lui en dire plus sur ce qu'il disait en chemin. Elle demande alors si maître Cheong Jeijia est vraiment mort et le garçon la regarde avec un air sérieux. Le protagoniste confirme l'histoire en disant qu'il est parti il y a environ 10 ans avec un regard triste. Il pense qu'il ne pourra donc pas accomplir sa vengeance tant attendue, mais l'ami du héros dit avec un air sérieux qu'il ne croit pas que Shianjija soit vraiment parti. La jeune femme est surprise par la révélation et regarde l'épéiste pour voir sa réaction. Le protagoniste demande alors s'il pense que son plus grand ennemi est toujours en vie quelque part. Le guerrier explique qu'il y a beaucoup d'éléments suspects et que la rumeur n'a pas de source fiable. C'est comme si quelqu'un avait répandu la nouvelle pour que tout le monde dans le monde des arts martiaux y croit. La jeune fille demande qui ferait ça et l'ami du héros dit que le suspect le plus probable est une personne. Quelqu'un qui,
pour une raison quelconque, voulait échapper à l'attention de tout le monde des arts martiaux et disparaître, et cette personne serait Xian Jija lui-même qui aurait répandu la rumeur de son propre départ. La jeune femme est choquée et n'arrive pas à croire qu'il aurait répandu la nouvelle de sa propre mort. Sur ce, l'épéiste réalise que tout cela s'est passé il y a exactement 10 ans. Soudain, l'aîné de la famille Tang ordonne à tout le monde d'arrêter immédiatement la marche. Le groupe d'escorte rencontre un convoi à l'arrêt et un homme s'excuse pour le dérangement. Il explique alors que la roue de leur chariot s'est soudainement cassée en chemin. Sur ce, l'homme demande à sa dame de se joindre au groupe d'escorte pour continuer le voyage. Maître Tang reconnaît les armoiries sur le chariot et se rend compte qu'ils sont du célèbre clan Yumun. Le vieil homme devient méfiant car juste au moment où des informations sur la cargaison fuitent, un de leurs chariots tombe en panne ici. De l'intérieur du chariot, une voix de femme s'excuse et dit qu'elle ne peut pas accepter un non comme réponse. Alors une belle femme apparaît et se présente comme Humaine Ai, fille du chef du clan Humaine. La jeune Xia Léon et les autres sont choqués par la beauté inégalée de la nouvelle venue, mais le protagoniste n'est pas impressionné et pense que tout cela n'est qu'un grand malentendu. Chaussée de souliers élégants, la jeune femme se prépare à descendre du chariot et à rejoindre le groupe. Elle s'élance alors dans les airs avec une grâce et une légèreté impressionnantes, surprenant tout le monde. La femme flotte dans les airs comme une fée et laisse tous les hommes s'envoyer devant la scène. Sa beauté était si grande que tout le monde pensa immédiatement à l'expression une beauté à faire tomber les royaumes. Même l'aîné de la famille Tang est momentanément captivé par la beauté de la jeune femme. Tel un papillon, elle atterrit doucement à sa destination avec un mouvement délicat et parfait. La nouvelle venue grimpe alors sur l'une des charrettes transportant les marchandises de la mission. Avec un sourire séducteur, elle s'assoit au sommet du chargement comme si elle était chez elle. L'un des porteurs dit qu'il n'est pas approprié que quelqu'un voyage avec les marchandises de l'escorte. L'épéiste continue alors d'observer silencieusement la situation avec un air sérieux et distant, le visage rouge. Maître Tang dit qu'il l'emmènera jusqu'à la prochaine ville puisque le chariot est en panne. L'ami du héros est choqué car même le puissant aîné semble être tombé sous son charme. La nouvelle venue les remercie alors d'un sourire séducteur et dit qu'elle est maintenant sous leur protection. Sur ce, le nouveau chef de l'escorte et les autres hommes sont complètement charmés par la jeune fille. Le vieil homme suggère qu'elle voyage dans la charrette de tête, mais la jeune femme refuse l'offre de gentillesse. Elle dit que puisqu'elle reçoit de l'aide, elle ne peut se permettre de choisir où elle restera. Sur ce, la jeune fille insiste pour voyager dans cette charrette de marchandises avec les biens. Le vieil homme pense alors que si ce porteur garde la cargaison, tout devrait bien se passer. Puis il ordonne au groupe d'escorte d'avancer et de continuer leur long voyage. La femme mystérieuse esquisse alors un sourire discret, comme si son plan fonctionnait. Elle utilise une technique de transmission sonore pour communiquer secrètement avec ses hommes. L'un d'eux rapporte que le groupe ne compte qu'un seul guerrier d'escorte et environ 30 porteurs. Sur ce, la méchante en conclut que Maître Tang Oguan est le seul véritable maître parmi eux. Pendant ce temps, les porteurs continuent de courir pour suivre le rythme des charrettes. La femme pense qu'avec une protection aussi faible, ils transportent 5 charrettes de grenades. Ces grenades tonnerre ont été créées autrefois par la puissante et redoutée secte du tonnerre. On disait que ces bombes étaient capables de rayer plusieurs sectes de la carte sans laisser de traces. Mais ironiquement, la destruction de la secte elle-même est également venue de ces mêmes bombes puissantes. Après cela, la secte du tonnerre a disparu pendant des centaines d'années et personne n'en a plus jamais entendu parler. La méchante pense qu'il aurait pu utiliser les grenades contre ces hommes, mais il n'y en avait aucune trace. La méchante se demande alors qui diable a bien pu anéantir son escouade de la mort d'élite. Soudain, son regard se fixe sur quelque chose et elle semble avoir remarqué une présence très inhabituelle. Elle remarque que ses vêtements sont ceux d'un porteur, mais il porte une épée et n'a aucune compétence en arts martiaux. Il ne semble rien avoir de spécial, mais pour une raison quelconque, la femme ne peut s'empêcher de le remarquer avec un air choqué. Elle réalise alors que le porteur ne l'a même pas regardé depuis son arrivée. La méchante ne comprend pas comment il peut voir sa beauté et agir avec une telle indifférence. Elle trouve impossible qu'un homme ne s'intéresse pas à elle. Alors elle décide d'attirer son attention. Le protagoniste ne cesse de retourner que parce qu'il était le seul porteur à proximité et qu'elle l'a appelé. Mais au moment où elle voit ses yeux, la femme est complètement choquée par la scène. Ce regard indifférent était une humiliation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant et cela l'a rendue furieuse, un sourire mauvais aux lèvres. Elle jure que d'une manière ou d'une autre, elle le fera s'agenouiller à ses pieds. Sur ce, le chef annonce qu'ils se reposeront là pour la nuit et tout le monde est d'accord. Les porteurs sont épuisés et respirent bruyamment après la longue journée de voyage. Pendant ce temps, notre héros s'éloigne un peu et se retrouve seul au milieu de la forêt sombre. La jeune Cillian s'approche alors de lui avec un bol de soupe au bœuf dans les mains. Elle le trouve et l'invite à dîner, disant qu'elle a préparé cette soupe spécialement pour lui. Mais soudain, la méchante apparaît par derrière et interrompt le moment entre les deux avec un regard sombre. Elle s'avance alors et saisit le bras de l'épéiste avec une agilité et une vitesse impressionnantes. Avec un sourire séducteur, elle l'invite à la suivre dans la forêt car elle veut vraiment quelque chose de lui. La femme dit alors qu'elle ne lui dira ce qu'elle veut que s'il est assez bon pour l'accompagner. La méchante dit qu'elle verra si elle peut l'attirer avec les arts martiaux de son puissant clan. Avec un sourire mauvais, elle espère que sa compétence en légèreté n'écrasera pas sa confiance. Elle court alors à grande vitesse à travers la forêt sombre, pensant qu'il serait une déception. Mais en un clin d'œil, notre héros apparaît juste devant elle avec un air sérieux.
Le visage grave, l'épéiste la fixe de près sans montrer la moindre émotion. La femme est choquée et n'arrive pas à croire qu'il soit déjà là, juste devant elle. Soudain, un cri résonne dans la forêt et attire l'attention de tous ceux qui s'y trouvent. Le serviteur de la méchante reconnaît la voix et dit qu'il doit aller voir ce qui s'est passé avec ces hommes. La jeune Chialian est confuse par la situation et se demande ce qui lui arrive. Le protagoniste continue alors de fixer la méchante avec son regard froid et distant habituel. La femme est choquée car même au sein de son clan, sa capacité à se déplacer avec légèreté était impressionnante. Avec un regard furieux, elle lui demande qui il est vraiment pour pouvoir la surpasser si facilement. L'épéiste dit alors qu'il veut savoir où se trouve Cheong-Jei et lui demande de le lui dire immédiatement. La méchante balbutie et dit qu'elle ne sait pas où il est ni ce qu'il veut dire par soupe à la viande. Le garçon dit alors que si elle ne sait rien, il s'en va et se retourne pour partir. Elle crie alors et lui dit d'attendre car elle a encore d'autres choses à lui demander. Soudain, ces hommes apparaissent et demandent ce qu'il a fait à la jeune dame du clan humain. Leurs armes à la main, ils le menacent et disent qu'il paiera son audace de sa vie. Mais la méchante leur hurle de ne pas dégainer leurs épées et de se retirer immédiatement de ce combat. Avec un regard froid et perçant, notre héros observe simplement la scène en silence total. Les hommes de la méchante sont complètement confus car l'épéiste a disparu juste devant eux sans laisser de traces. L'un des serviteurs demande alors où il est allé, puisqu'il était juste là, devant tout le monde. La méchante dit qu'il a disparu et que ce n'était pas un tour, car il s'est simplement volatilisé. Sur ce, nous voyons le garçon se déplacer à grande vitesse à travers la forêt, tel un véritable flou. Soudain, la jeune Céline est surprise et ne croit pas ses yeux de ce qui vient de se passer. Les yeux écarquillés, elle réalise que quelque chose de très étrange s'est produit juste à côté d'elle. À ce moment-là, la jeune fille regarde ses mains et réalise que le bol de soupe qu'elle tenait a tout simplement disparu. Puis le protagoniste apparaît de nulle part et boit calmement la soupe que la jeune fille avait plus tôt. La jeune fille est surprise, il dit que la soupe n'a pas refroidi et elle lui demande quand il est arrivé. Elle l'interroge ensuite sur l'autre dame et il répond qu'elle viendra quand elle voudra, sans problème. La jeune femme fait alors remarquer que la dame du clan humain est vraiment très belle et impressionnante. Le garçon convient qu'elle est assez jolie pour séduire n'importe quel homme et la jeune fille le confirme. Cela rend la jeune fille curieuse, et elle lui demande ce qu'il pense d'elle et si elle est jolie aussi. L'épéiste la regarde avec un air sérieux et se prépare à donner sa réponse honnête. Le visage rouge, la jeune femme attend sa réponse avec anxiété et un regard plein d'espoir, mais il dit qu'elle n'est pas aussi jolie que l'autre et la jeune fille est un peu déçue. Avec un regard froid, le protagoniste révèle qu'en fait, il n'aime pas les belles femmes. La jeune femme est confuse par la réponse et demande pourquoi il n'aime pas ce genre de femme. Le garçon explique alors que la tentation d'une belle femme se termine toujours par la mort. Pendant ce temps, la méchante pense que le porteur est définitivement la personne qu'elle cherchait. Le serviteur dit que ce doit être le maître qui a anéanti l'escouade de la mort et qu'ils doivent l'observer. Avec un sourire, la méchante pense qu'à part son nom, elle ne sait pas quel genre d'homme il est vraiment. Et ainsi le voyage continua, et l'agence d'escorte était presque à sa destination finale. La jeune Solion se souvient de ses paroles et se demande quelle sorte de vie le jeune homme a eu dans le passé. Le nouveau chef de l'escorte l'appelle alors pour discuter et elle répond promptement à son appel. Sur ce, il l'avertit d'être très prudente car l'atmosphère devient plus étrange à l'approche de leur destination. La tension dans l'air augmente à chaque pas qu'ils font vers leur objectif final. Le danger était réel et l'aîné de la famille Tang sentait aussi cette aura maléfique dans l'air. Le maître croit que la seule menace restante est la salle du serpent noir avant leur arrivée. Au cours des 10 dernières années, cette secte a considérablement grandi et est devenue la seule force qui menace la famille Tang. Le danger approchant, le groupe continue son voyage à grande vitesse à travers la forêt. Le vieil homme est indigné et se demande s'il y a eu une fuite d'informations au sein de sa famille. La jeune fille prévient de l'embuscade et le héros dit qu'il doit y avoir environ 100 ennemis à proximité. La jeune fille est choquée par sa précision et la méchante est également surprise par l'habileté du garçon. La femme pense qu'il est presque incroyable qu'ils connaissent le nombre d'ennemis juste par leur présence. Soudain, plusieurs points noirs apparaissent dans le ciel et les ennemis surgissent enfin pour attaquer. Une horde d'assassins saute des arbres et se prépare à attaquer le groupe d'escorte par surprise. Avec un regard calme, le protagoniste dit qu'environ 50 d'entre eux sont apparus d'abord devant. Le maître crie que la cargaison est ce qui compte et ordonne aux héros de ne protéger que leurs biens. Sur ce, l'aîné s'avance au milieu de la bataille, libérant son aura pour affronter tous les ennemis. L'aîné crie qu'ils sont plus que suffisants pour vaincre tous les ennemis de la secte. L'ami du héros lui demande alors ce qu'il pense de la situation et s'il est d'accord avec le maître, mais le garçon dit de ne pas s'inquiéter car le camp du vieil homme gagnera sûrement la bataille. Et ainsi le combat commence et les guerriers de la famille Tang massacrent facilement leurs ennemis. La bataille se déroule brutalement et les hommes de la salle du serpent noir n'ont aucune chance. Pour les guerriers d'élite de la famille Tang, le grand nombre d'ennemis ne signifiait rien. En voyant cela, la méchante commence à se sentir un peu mal à l'aise quant à l'issue de cette bataille. Elle se demande alors s'ils n'ont pas fini par trop sous-estimer le pouvoir de la célèbre famille Tang. Son serviteur est également choqué de voir qu'ils se sont occupés de 50 hommes si facilement. L'homme dit que même avec 50 guerriers de plus, il n'y aurait aucune chance de victoire pour eux. La femme en conclut alors que battre en retraite est pour l'instant la meilleure option, mais elle se demande comment donner l'ordre de retrait sans que personne ne remarque son plan. Soudain,
le protagoniste dit que si elle va les avertir, il ne l'arrêtera certainement pas. Le serviteur de la méchante est choqué et se demande ce qu'il vient d'entendre. Avec un regard sérieux, le garçon révèle qu'il écoutait leur transmission sonore secrète. L'épéiste répète alors que si elle veut aller les avertir, il ne l'arrêtera en aucun cas. L'homme est complètement sans voix et n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. La méchante est choquée et demande s'il écoutait leur conversation secrète depuis le début. Le héros la dévisage car entendre la transmission sonore d'une autre personne ne devrait pas être possible. Avec un regard menaçant, il prévient que s'il ne recule pas, il les achèvera tous sur le champ. Avec un regard effrayé, la méchante réalise que sa menace n'est pas du bluff. Alors la femme envoie son serviteur transmettre l'ordre de retraite aux autres guerriers. Le serviteur acquiesce alors et court à toute vitesse pour livrer le message de sa maîtresse. Avec un sourire, elle le remercie car grâce à lui, ces guerriers ont pu sauver leur vie et partir. Le héros la regarde d'un air calme, mais il avait une autre raison de faire tout ça. Ce n'était pas la présence du clan humain qui le dérangeait, mais plutôt une forte intention meurtrière qu'il sentait. Pendant ce temps, Maître Tang Oguan était en plein combat, s'efforçant de vaincre les ennemis. Avec ses coups puissants, il a facilement vaincu tous les membres du hall du serpent noir. De loin, une silhouette mystérieuse observe la scène et dit que l'avant-garde a été complètement anéantie. L'homme masqué révèle que l'avant-garde n'était qu'un leurre pour la véritable attaque surprise, et que l'escadron de la Lune Rouge attend donc, caché, le bon moment pour attaquer le groupe. Tous les assassins sont en alerte maximale, attendant le signal pour commencer l'embuscade. Le chef confirme alors d'un regard malveillant que tout se déroule selon son plan. Le protagoniste regardant ailleurs, les guerriers du clan humain ont réussi à se retirer en toute sécurité. Les 50 hommes s'éloignent, mais la terrible intention meurtrière se fait encore plus forte. La nuit finit par tomber et le groupe d'escorte décide de dormir là pour se reposer. Le chef annonce que la jeune femme du clan humain campera à proximité et lui demande si elle veut rester avec elle. Mais la jeune femme refuse l'offre et dit qu'elle ne peut pas être la seule à dormir confortablement ici. Avec un regard sérieux, la jeune femme s'apprête à révéler la vérité derrière sa décision. Elle dit qu'elle a honte car elle n'a jamais prêté attention à l'agence, pensant que son travail était simple. Mais elle dit que pendant l'escorte, elle a réalisé la vraie raison pour laquelle l'agence était si paisible. La paix existait parce que tout le monde risquait sa vie et son ami demande depuis quand il était si fort. Par conséquent, en tant que membre de l'agence, elle décide de dormir avec tous les autres au campement. Avec un regard déterminé, elle jure qu'elle deviendra la chef de l'agence d'escorte de Hanam. Soudain, la jeune femme remarque la présence du protagoniste et l'appelle pour lui parler. D'un air curieux, la jeune femme lui demande alors s'il a quelque chose à lui dire. Le garçon explique alors que dans une agence d'escorte, le point de départ est d'être un porteur. La jeune femme est embarrassée par la réponse et son ami convient qu'il n'a pas tort dans ce qu'il dit. Sur ce, la jeune femme lui demande de lui apprendre et le guerrier est choqué par son attitude. L'ami pense alors avec fierté que la jeune femme a beaucoup grandi sans même qu'il s'en aperçoive. L'escadron de la Lune Rouge est une unité d'assassins créée par le hall du Serpent Noir. Comme leur spécialité le suggère, ils sont maîtres des embuscades et des attaques surprises furtives. Leur furtivité est terrifiante car il ne s'agit pas seulement de se cacher dans l'ombre. Les assassins se déplacent comme s'il était une seule personne avec un seul objectif en tête. Grâce à cela, ils sont capables d'abattre n'importe quel nombre d'ennemis en un clin d'œil. Pendant ce temps, au campement, le feu de camp brûle vivement pour réchauffer tout le monde cette nuit-là. Soudain, la caméra dézoome et nous voyons que tout le monde au campement est déjà endormi. Même le puissant aîné de la famille Tang semble être dans un sommeil très profond et lourd. À ce moment, le protagoniste s'approche de la jeune femme et lui touche le front d'un geste doux. Avec un regard sérieux, le héros se prépare à veiller sur le campement toute la nuit. La nuit dans la forêt sombre reste silencieuse et pleine de dangers cachés. Soudain, un œil rouge vif émerge de l'ombre, observant le campement. L'assassin masqué se prépare à donner le signal et à commencer l'attaque surprise. Avec le signal, une aura rouge se propage et les assassins s'avancent vers le campement. Mais le protagoniste les attendait déjà et dit qu'il savait qu'ils se cachaient là. Pendant ce temps, le reste du groupe continuait de dormir, ignorant le danger qui approchait. Le chef des assassins ordonne alors à tout le monde d'attaquer. Alors qu'il compte jusqu'à 3, une main lui saisit soudainement le visage avec une force stupéfiante. Notre héros apparaît de nulle part et le saisit avec sa main qui brille d'une énergie électrique bleue. D'un seul coup, le garçon le jette au sol et le vainc avant qu'il ne puisse réagir à l'attaque. Un autre ennemi continue le décompte mais il ne remarque même pas ce qui est arrivé à son compagnon. Un par un, les assassins sont silencieusement vaincus avant même de commencer à se battre. Le chef termine le décompte et se prépare à l'attaque, ignorant que ses hommes sont déjà tombés. Il ordonne de ne laisser aucun survivant et de se concentrer d'abord sur la cible la plus dangereuse. Sur ce, l'un des assassins s'avance pour attaquer l'aîné de la famille Tang qui dormait. Le méchant dit qu'à la fin, ce sera le hall du serpent noir qui possédera les grenades tonnerre. Soudain, l'attaque est bloquée par une épée dans un éclair de lumière au milieu de la nuit. À la surprise de l'ennemi, l'un des gardes de l'escorte défend le vieil homme du coup fatal. Le chef devient furieux et se demande pourquoi le veilleur est encore en vie et ce que la troupe a fait. Les autres gardes se réveillent en sursaut et se demandent qui est là car ils n'ont rien senti. Le chef des assassins est choqué et n'arrive pas à croire ce qui se passe. D'un regard froid, le protagoniste demande si leur nom est bien et l'escadron de la Lune Rouge.
Le méchant est surpris et se demande comment il a réussi à entendre leur transmission sonore secrète. Le héros révèle alors qu'il n'y a plus d'escadron car seul cet ennemi reste en vie. L'assassin crie de désespoir et demande quelle sorte de monstre il est pour faire tout ça. D'un regard froid, le garçon lui dit d'aller rejoindre ses compagnons qui sont déjà partis. Puis il déchaîne une puissante attaque électrique avec une impressionnante énergie bleue. Le méchant nain ne revient pas que leur plan se soit terminé si facilement après tant de préparation. Sur ce, le dernier membre de l'escadron est complètement désintégré par la puissante énergie. Maître Tang se réveille en sursaut et son neveu l'avertit que la forêt est pleine d'ennemis. L'ami du héros explique qu'il semble que les survivants aient tenté une dernière embuscade. La jeune Séol Yeon s'inquiète et demande si tous les porteurs vont bien après l'attaque. Le guerrier la rassure alors et dit qu'il semble que seuls les ennemis n'aient pas survécu. Il explique ainsi que, heureusement, leur ami a agi en premier et a sauvé tout le monde. Le protagoniste observe simplement la scène avec son regard calme et distant habituel. La jeune femme pense avec un regard admiratif que le garçon l'a protégé une fois de plus cette nuit-là. La méchante pense qu'elle le croyait miséricordieux, mais peut-être pas autant qu'elle l'imaginait. Avec un sourire, elle conclut qu'il est vraiment un homme indéchiffrable. Et ainsi, le groupe d'escorte se prépare à poursuivre son long voyage au matin. Grâce à l'aide du héros, ils ont échappé au danger et ont poursuivi leur route en toute sécurité jusqu'à leur destination. Finalement, le groupe d'escorte arrive à sa destination finale, la ville de Chengdu au Sichuan. L'un des porteurs se réjouit et dit que dès qu'ils auront traversé les rues, la mission sera terminée. La mystérieuse jeune femme regarde alors la jeune Séol Yeon d'un air suggestif et commence à parler. Avec un sourire, elle demande à l'autre jeune femme ce qu'elle voulait dire par là. La jeune Séol Yeon lui rappelle alors qu'elle avait dit devoir se rendre quelque part avant leur arrivée en ville. La femme dit alors à la jeune fille de ne pas s'inquiéter car elle partira au bon moment. Avec un regard mystérieux, elle se retourne et dit à la jeune Séol Yeon de simplement regarder ce qui va suivre. L'ami du héros dit alors qu'il sera occupé à leur arrivée, mais le garçon ne comprend rien. Le guerrier explique que le manoir de la famille Axe existe et demande si son ami n'avait pas ce nom. Il dit alors qu'il pensait que le héros aimerait rendre visite à la famille de son important ami du passé. À ces mots, le protagoniste se souvient des dernières paroles de son ami lui demandant de vivre et de s'excuser. Avec un regard déterminé, l'épéiste dit qu'ils iront au manoir de la famille Axe tout de suite.